Il est 5 heures tout pile, donc on va commencer tout doucement pour être des gens ponctuels et pour laisser aux prochains arrivants le temps de nous rejoindre. Puisque je parle, je vais présenter nos fantastiques intervenants. Donc déjà, avec moi, il y a Camille Merlet de Marseille, de l'ACE-JA Marseille. Contente que tu sois présente avec nous, et c'est ça la magie de l'informatique, sans que tu ne sois déplacée. C'est Bruno Doubert, donc de l'ACE-JA de Paris. Alexandra Thibault et Vianney Donadoni de la société Walter Closer, voilà, ça fait qu'ils se présentent, et Guillaume Carrère pour Doctrine. Alors, je présente de manière générale pour que vous sachiez à peu près qui est là, et bien entendu, quand ils auront la parole, peut-être qu'ils seront plus précis sur leur profession réciproque, voilà, sur ce qu'ils font exactement. Juste une petite chose, là c'est un point de vue technique, il y aura des partages d'écran. Et donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à double-cliquer puisque c'est vous qui pouvez agrandir l'image. C'est pas nous qui avons la main, on peut juste vous proposer l'écran et vous double-cliquer pour pouvoir le voir un peu mieux. Comment va se dérouler ce webinaire? Alors, on a projeté parce qu'il y a eu des actualités assez fortes dernièrement. On a d'un côté de Walters un livre blanc qui vient de sortir et un sondage assez intéressant donc sur les éléments du numérique par doctrine. Donc, on va faire une petite introduction avec ce qu'il est ressorti de ces deux points-là pour ensuite partir vraiment donc sur l'actualité du numérique et ce qui peut nous permettre donc ce rebond avant d'avoir une synthèse donc de Séverine Audubert sur les capacités de l'avocat à être un avocat augmenté avec tous ces outils-là. Camille, peut-être 2 mots avant qu'on laisse donc la parole à nos intervenants sur leur livre blanc et sur leur sondage. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. En fait, le fil conducteur de cet atelier, c'est de montrer que l'avocat est agile et a besoin d'outils pour l'être. Et donc, on voulait vous présenter à travers notamment le livre blanc, comme tu l'as dit, et surtout aussi le sondage qui a été réalisé par Doctrine, quels sont les besoins des directions juridiques et des cabinets d'avocats pour être plus performants et nous permettre d'être plus agiles, surtout post-crise et au vu de ce qui nous attend. Voilà, merci. Eh bien, peut-être donc Alexandra, Vianney, on vous laisse commencer sur le livre blanc. Super, merci. Alors, je vais partager mon écran. C'est le moment de vérité. Est-ce que tout va fonctionner? Donc pendant que tu fais ça, je viens de l'écrire. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a un chat pour ça et avec Camille principalement, on va regarder les questions, même si tout le monde peut y avoir accès et pouvoir vous y répondre. Voilà. Donc n'oubliez pas de double-cliquer comme vous l'a indiqué Sandy pour voir l'écran à plein régime. Je vais laisser Alexandra se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Alexandra Thibault, donc je suis la responsable commerciale chez Wolters Kluwer. Je m'occupe donc de la région PACA et je commercialise les logiciels Cleos et l'AMI Optimium. Donc on est là aujourd'hui pour justement vous présenter les différents avantages de ce qui est un logiciel de gestion aujourd'hui, surtout que le télétravail est plus que jamais d'actualité. Donc, avec Vianney, on va vous énumérer un petit peu tous ces avantages et notamment, on va commencer par le livre blanc, qui est une étude qui a été faite par Wolters Kluwer. Merci Alexandra. Donc Vianney Donadoni, je suis responsable marketing produit chez Wolters Kluwer et je participe à l'évangélisation comme nous tous aujourd'hui. Nous sommes des évangélistes sur le marché des avocats, notamment sur l'apport de la digitalisation. Je vais passer cette slide puisqu'on attend de moi le livre blanc et pas la présentation de Wolters Kluwer. Juste pour vous dire qu'on est un groupe donc international présent sur de multiples régions et qu'on s'adresse aux professionnels du droit, certes, mais aussi de la santé, de la comptabilité et de la gestion de la compliance. Et qu'on a 30 ans d'expérience sur le marché du logiciel de software. Et que nous avons, désolé, hein, c'est l'instant réclame, nous avons en fait une gamme qui est assez large puisque nous avons 2 logiciels pour avocats, Cleos, l'AMI Optimium, une solution pour
créer votre site web qui s'appelle Word Digital. Nous équipons également les directions juridiques avec Legisway. Et enfin, dernière solution, la dictée numérique avec reconnaissance vocale avec Dicno. Donc venons-en au fait. Cette étude a été publiée très récemment auprès de notre marché et elle a été réalisée auprès de 1800 professionnels du droit sur 10 pays européens. Donc ça va vous donner des indications aussi sur quelle est la perception de vos homologues en Europe et bien sûr je vous partagerai aussi quelques métriques qui sont liées à la France. Donc, le premier indicateur qu'on souhaitait partager avec vous, c'est des perspectives d'activité des cabinets d'avocats au cours des 12 prochains mois. Eh bien, elles sont pas extraordinaires et on peut le comprendre, notamment avec les effets de yo-yo que nous avons sur le confinement et autres, puisqu'on a 37% donc des cabinets européens qui déclarent anticiper une diminution. C'est quasiment similaire pour la France. Ce qu'on constate, c'est surtout qu'après la diminution, il y a une grande incertitude sur ce qu'il va se passer puisque 31% des cabinets ne savent pas encore ou ne peuvent pas évaluer quelle va être leur activité dans les 12 prochains mois. Et en France, c'est encore pire. Ils sont 62% en fait à déclarer être dans cette incertitude. Donc c'est à la fois le contexte qui fait qu'on a du mal à avoir de la visibilité puisque on ne voit pas le bout du tunnel du Covid. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu technologique où certains cabinets ont du mal à se projeter, à projeter leur chiffre d'affaires, à avoir une tendance sur ne serait-ce que des 3 prochains mois sur ce qu'ils vont être amenés à facturer. Donc ça, c'est un point qu'il faut retenir. Deuxième indicateur, c'est lorsqu'on leur demande quel est le retour à l'activité au niveau d'avant Covid. Là, pareil, on a 45% des cabinets qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir au même niveau d'activité. Donc beaucoup d'incertitudes. En revanche, là où ils ont beaucoup plus de certitudes, c'est face à l'amélioration des compétences numériques. Donc aujourd'hui, on vous remercie d'être présent parmi nous pour apprendre, faire de la veille, parce que c'est super important pour vous, pour développer ces compétences numériques. Et face à cet afflux, je dirais, d'outils numériques qui ont impacté les cabinets d'avocats ces derniers mois, puisque ils ont dû trouver des solutions pour pouvoir exercer correctement leur métier. 67% d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient besoin de monter en compétences sur ces skills numériques. Donc, on est là aujourd'hui pour le faire et j'espère qu'on vous permettra à la fin d'avoir plus de compétences sur le sujet. Il y a aussi un autre point, c'est que 70% de ces professionnels ont déclaré qu'ils utiliseraient aussi davantage les tablettes, smartphones et ordinateurs portables. Donc, il y a un enjeu aussi sur la mobilité et votre équipement en mobilité. En ce qui concerne les principales technologies dans lesquelles les cabinets juridiques souhaitent investir sur les prochaines années, clairement, le Covid a eu un impact certain sur l'adoption des technologies de signature électronique et de gestion de réunion. Nous, chez Wolters Kluwer, on propose la signature électronique et on a vu un boom véritablement des demandes. Et clairement, c'est un besoin qui existait auparavant, mais qui n'était pas de cet ordre, puisque 63% des cabinets déclarent plutôt probable ou très probable qu'ils investissent dans ces technologies. La gestion des réunions, c'est de l'ordre de 46% et c'est encore moins pour la France parce que je pense que grosso modo, on a tous utilisé soit Teams, soit Skype, etc. Donc, on estime qu'il n'est pas nécessaire d'investir. Mais pourtant, vous voyez, la technologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est à peu près c'est une technologie qui est utile pour réaliser des réunions et encore plus des web séminaires. Donc, ça nécessite un investissement. C'est pas forcément inclus dans le pack office. Et après, les autres sujets que sont la gestion des flux de documents, de contrats, les flux de travail, l'automatisation des processus, ça, c'était des sujets qui étaient au même niveau avant Covid, qui sont des sujets qu'on adresse avec… J'ai un écho là d'un coup.
Ce sont des sujets qu'on adresse au jeu avec nos logiciels. Et Céline, est-ce que tu peux couper le son, s'il te plaît? Ah. Comment? Pardon, j'ai enlevé les écouteurs parce que ça me gênait vraiment. J'ai C'est bon, pas entendu. Réglé de manière Ah, c'est rétabli. D'accord. Donc voilà, ça c'est plutôt des sujets qui sont, je dirais, endogènes pour les cabinets d'avocats, qui sont les documents, les contrats, l'automatisation aussi des flux, des tâches notamment pour ceux parmi vous qui gèrent des procédures un peu complexes. Et c'est également des outils pour gérer ses contacts, ses clients, le CRM, etc. Donc pour conclure sur cette présentation, comme dirait Christian Ferrad-Schul, le numérique est une chance que vous devez exploiter et qui va vous permettre d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer davantage sur l'esprit de la loi et des tâches à plus forte valeur juridique. Voilà, je laisse la main à Guillaume, je pense, qui doit s'exprimer. Absolument. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je me déconnecte. Nous t'entendons bien, Guillaume, en tout cas chez les participants. Merci Sandy, merci Vianney. Tu lances, tu te présentes un peu mieux que ce que j'ai fait. J'ai été très rapide sur la présentation. Alors, est-ce que vous m'entendez? Mais genre, j'ai du mal à partager mes slides. C'est un grand classique. Hop. Mais toi, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends parfaitement. Donc, je te disais, pendant que tu fais ça, alors je vois que si ça bug un peu, si tu veux nous dire 2 mots, bah voilà, bon, maintenant c'est lancé, mais peut-être te présenter un peu mieux, parce que je te dis, moi, j'étais très rapide sur la présentation. Oui, avec plaisir. Alors, simplement, je termine encore un petit peu pour m'assurer d'avoir l'ensemble des éléments dont j'ai besoin pour vous parler, et je vais bien évidemment me présenter. Pour les nouveaux arrivants, on rappelle que si vous voulez voir l'écran plus grand, il faut double-cliquer dessus. Ce n'est pas nous qui avons la main sur ça, c'est vous qui pouvez gérer si vous voulez voir les slides de manière plus affinée. Ah, c'est parti. Ok, alors, me revoici. Est-ce que vous avez accès à mes slides? C'est bon. Ok, super. Oui. Alors, eh bien, donc, hop. C'est parti, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux d'être avec l'ACE JA aujourd'hui et très heureux que Doctrine soit partenaire de l'ACE pour ce congrès. Nous sommes partenaires depuis quelques années et c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, avec ce congrès 100% numérique, ça veut dire qu'on avance à grands pas dans la transformation numérique du monde du droit. Donc, pour me présenter, je m'appelle Guillaume Carrère, je suis le directeur général de Doctrine. Et quand on pense effectivement à Doctrine, eh bien, Doctrine, c'est qui? Eh bien, c'est d'avant tout une équipe. Ah, zut, alors, j'ai reperdu mes slides. Bien entendu, pour cette session de numérique, nous avons choisi des champions du numérique. C'est comme ça, voilà. Ça nous paraissait important. Et donc, on a décidé d'être taquin pour cette fin de congrès. Doctrine, c'est qui? C'est avant tout une équipe. Aujourd'hui, nous, on est à peu près une 80 personnes. On est né il y a 4 ans. Et le tiers d'entre eux sont des développeurs, des data scientists, qui sont issus des meilleures formations. Et donc, on compte aussi de nombreux juristes, y compris dans les fonctions commerciales et produits. Cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute les professionnels du droit au quotidien pour vous faire gagner en efficacité et en compétitivité. Alors, pourquoi Doctrine existe aujourd'hui? Eh bien, parce que le constat à l'origine, c'est l'inflation des normes à un rythme exponentiel. Du premier recueil d'Alloz au Juris Classeur, puis les premières bases de données au big data juridique, en fait, le nombre de sources et la qualité d'information juridique, elle est colossale et elle ne fait qu'augmenter d'année en année. Et les professionnels du droit, comme vous, en fait, s'en désolent et pourtant, rien n'indique que ça va ralentir. Et aujourd'hui, le journal officiel, par exemple, il compte près de 75 000 nouvelles pages chaque année et ces juridictions
les juridictions françaises rendent plus de 80 000 décisions par semaine. Donc, organiser l'information juridique pour la rendre accessible, c'est donc un enjeu très important. Et Doctrine s'est donné pour mission de rendre cette masse de données accessible et compréhensible grâce aux nouvelles technologies, et notamment grâce à l'intelligence artificielle dont je vous parlerai après. Alors, pour commencer, et en préambule, effectivement, on est au service des avocats et en fait, notre réussite se fonde sur notre capacité à entendre les retours et les besoins des avocats, vos besoins. Et c'est pour ça que tous les ans, en fait, on lance effectivement une étude IFOP chaque année. Et donc, cette année, l'intégralité, bien évidemment, de l'étude est disponible en ligne et nous avons eu le plaisir d'organiser un webinaire en mai avec Emmanuel Raskin et la députée Naïma Mouchou pour la commenter. Et aujourd'hui, je vais vous partager effectivement les principaux résultats de cette étude. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, je pense que personne ici ne sera surpris d'apprendre que en fait, la profession a été particulièrement touchée, comme le disait Vianney, par la crise avec le confinement et la marche ralentie des juridictions. L'exercice a été vécu comme difficile pour à peu près 90% d'entre vous. Et si le déconfinement en fait, a permis de retrouver de l'air, tout indique que la crise est loin d'être terminée. On a perdu l'écran, Guillaume. Il est revenu ou pas? Non? Ah, merci. Eh bien, je vais essayer. Hop, me revoilà. Je suis revenu ou pas? Il arrive, oui, ça y est. Ok, désolé, il y a eu une petite déconnexion. Donc l'activité juridictionnelle a été réduite et ça a beaucoup interpellé les avocats. En fait, les échanges entre avocats et magistrats ont souffert de l'absence d'outils numériques adaptés. Pour les avocats, la justice, elle doit se moderniser tout autant que leur pratique, et 70% sont convaincus que la crise va pousser les avocats à se numériser pour poursuivre la numérisation de leur pratique. Donc 3/4 des avocats appellent aujourd'hui à une transformation numérique de la justice. Donc, selon la grande majorité des avocats, l'accélération de la transformation numérique, en fait, c'est une priorité pour la profession et également pour ces instances représentatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avocats, en fait, ils veulent transformer et qu'ils attendent beaucoup de leurs instances représentantes dans cette démarche. Ok, alors, concrètement, quels sont les besoins des avocats? Eh bien, il y a pas mal de points communs qui reviennent entre cette étude, effectivement, et l'étude que partageait Vianney. Il y a 3 grandes catégories d'outils dont le besoin s'exprime clairement. Alors, il y a des outils pour l'amélioration de la visibilité et de l'acquisition client. Forcément, on sait que le marché est tendu et qu'on manque de visibilité sur son activité et ce qu'on va pouvoir facturer. Donc, on a besoin de visibilité pour être trouvé facilement par les clients. Il y a bien évidemment les outils de télécommunication. Les médecins ont pu bénéficier d'un déploiement de la téléconsultation de façon massive et les avocats sont également demandeurs. Le droit, pour moi, nous en parlera d'ailleurs. Et ensuite, il y a les outils d'aide à la décision et plus généralement des outils pour s'y retrouver dans le flot d'informations dont je vous parlais en introduction et je vous présenterai les dernières innovations de Doctrine en la matière. Alors, j'ai encore eu un problème de déconnexion et je m'en excuse. Je jongle avec les écrans. Le numérique a des bons et des mauvais côtés. Il y a des bons et des mauvais côtés, absolument. Comme voilà, donc, exactement. Hop, voilà. Donc, pour les avocats de l'ACE, on pointe sur de nombreux sujets et particulièrement à l'ACE-JA. En fait, ces résultats en synthèse, ils ne vous surprennent pas. Pourtant, il faut saluer en fait la quasi-unanimité sur 2 points. Le premier, c'est l'impératif d'avoir une justice transformée numériquement. Et le deuxième, c'est la reconnaissance du numérique en fait, comme meilleur allié à la profession pour rebondir et se réinventer. Donc, ces idées sont maintenant largement acceptées et il va falloir être intéressant de voir dans les mois, années à venir, comment est-ce que concrètement les acteurs, avocats, magistrats vont se servir de ces possibilités.
Doctrine a évidemment quelques idées et nous travaillons sur quelques innovations que j'aurai plaisir à vous présenter un peu plus tard dans cet atelier. Merci, et donc je passe la main. Eh ben, merci pour ces interventions à vous deux. Et c'est vrai alors effectivement, on n'est pas surpris de voir cette appétence maintenant, puisque c'est effectivement un peu le contexte. Et c'était un peu pour nous une manière d'introduire ce sujet, donc qui est effectivement basé sur le numérique et le rebond que ça peut permettre. Donc maintenant, on va rentrer sur une partie donc de la manière dont on peut digitaliser au mieux notre cabinet. Et là, on va de nouveau laisser la main à Wolters Kluwer pour qu'il nous fasse un petit éventail de ce qui est proposé sur toutes ces manières de digitaliser, que ce soit le cabinet, la relation client et autres. Donc Alexandra, si tu veux bien. Merci Sandy. Effectivement, moi je vais vous parler de ce qui est la vie aujourd'hui sans logiciel, mais surtout avec Kleos et l'AMI Optimium, comment on va pouvoir vous aider à travailler et de mieux organiser votre temps. Vianney, est-ce que tu peux partager le slide ou peut-être… Eh oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, il est vrai que vous pouvez être agacé de passer 30 minutes par jour à facturer. Vous passez beaucoup de temps. Avec Kleos, vous allez facturer en moins de 2 minutes puisque vous allez pouvoir tracer des diligences et puis vous dire, bon ben voilà, le vendredi, je vais facturer rapidement en 2 minutes mes factures. Vous allez aussi vous demander aujourd'hui vos dossiers, est-ce qu'ils sont vraiment en sécurité? Avec Kleos et l'AMI Optimium, ils le seront puisque ce sont des environnements les plus sûrs et les plus sécurisés pour vos données. Ensuite, vous allez vous demander pourquoi je vais tout le temps faire des copier-coller, des enregistrer sous Word. Avec Kleos, vous allez pouvoir donc créer des documents, faire des fusions de documents beaucoup plus rapidement puisque tous les champs vont être récupérés et fusionnés dans vos documents. Donc, terminer les copier-coller, les enregistrer sous. Au niveau du RGPD, est-ce qu'aujourd'hui votre cabinet est conforme avec le RGPD? Donc, avec des logiciels tels que Kleos et l'AMI Optimium, il le sera. Puis également la CJI 286. Je vous rappelle que la CJI 286, ça s'adresse donc aux professionnels du droit assujettis à la TVA. Et la loi dit qu'on doit s'acquitter d'un logiciel conforme donc à la facturation. Donc forcément, il faut que vous soyez conforme à la CJI 286. Vous allez pouvoir aussi gérer plusieurs procédures simultanément dans Kleos. Et puis, vous allez également gérer vos emails. Donc, il y a une interface qu'on va vous montrer un peu plus tard avec Vianney qui va vous permettre d'enregistrer très facilement vos mails dans Kleos et également les envoyer depuis votre logiciel. Pour compléter ce dernier point, on a des études qui montrent qu'il y a vraiment une inflation des emails dans votre profession et que certains ont du mal, je dirais, à le vivre. C'est-à-dire qu'on a quelques profils d'avocats qui sont des ayatollahs qui ne veulent pas partir de leur cabinet tant que la boîte mail ne contient plus que 0 mail. Et ça peut être très embêtant pour certains parce que ils se retrouvent à finir à 22h tous les soirs parce qu'ils ont ce toc, en fait, je dirais, pour gérer les emails. Et c'est un des sujets, effectivement, qu'on adresse avec Kleos et l'AMI Optimium. Merci Vianney. Ensuite, bon, qu'est-ce que c'est un logiciel de gestion? Donc, vous allez pouvoir gérer vos contacts, vos dossiers dans le logiciel. Vous allez pouvoir créer des actes, donc des modèles. Vous allez disposer de 650 modèles d'actes. Vous allez pouvoir également créer vos propres modèles. Vous allez avoir une intégration du contenu LamiLine. Donc, si vous disposez d'un abonnement à la base donc, de données LamiLine, vous pourrez accéder facilement depuis Kleos à tout le contenu dont vous avez besoin et l'intégrer dans vos dossiers, que ce soit la législation, la jurisprudence, le conseil d'experts, etc. On va pouvoir également accéder au RPVA, puisqu'il y a une interface avec le RPVA qui va vous permettre de synchroniser donc, toutes les dates d'audience que vous allez recevoir, vont automatiquement s'enregistrer dans l'agenda du dossier, mais également dans l'agenda du cabinet. En ce qui concerne aussi les documents que vous allez recevoir du greffe,
vous allez pouvoir les enregistrer dans les dossiers grâce à cette interface que nous avons dans Cleos et également dans l'AMI Optimium. On va gérer les temps. Donc, vous allez pouvoir gérer vos temps, qu'ils soient en automatique ou en manuel. Facturer, donc facturer au temps passé ou au forfait. Gérer la comptabilité, donc saisir des encaissements. Et puis, importer un brouillard comptable pour l'envoyer vers le logiciel de comptabilité dont votre expert comptable dispose. Et puis, gagner beaucoup de temps, puisque aujourd'hui, si vous n'avez pas ces outils-là, vous passez énormément de temps, sûrement une fois par mois, à tout ressaisir pour le transmettre à votre expert comptable. On va également gérer les rapports et statistiques dans le logiciel, ce qui veut dire qu'en un clic, vous allez avoir votre état, par exemple, de facturation, combien j'ai facturé de telle date à telle date, puisqu'on a des filtres, et quel type de contentieux ou tout type de contentieux, n'importe quel dossier. Pareil pour l'agenda. L'agenda, on va pouvoir gérer donc l'agenda du cabinet, mais également son propre agenda. Ensuite, je vais passer donc aux 6 axes de croissance post-crise. Donc, vous allez avoir la facturation accélérée. Donc, qu'est-ce que c'est la facturation accélérée? Vous allez pouvoir, d'une part, préfacturer une facture, donc tout en filtrant par période d'émission d'activité. Et vous allez filtrer par typologie, client, membre du cabinet. On va pouvoir revaloriser également ces factures. Et à l'issue de la revalorisation, vous allez sélectionner la totalité ou une partie des lignes pour les facturer en rafale. On va également parler de la facturation multi-client. Donc, vous allez pouvoir affecter un pourcentage du montant de la facturation, donc à plusieurs clients, et facturer plusieurs clients pour un même dossier. On va parler aussi de la facturation multi-dossier pour une seule facture, où là, vous allez facturer l'ensemble des dossiers dans un client donné. Et votre client retrouve ces dossiers sur une seule facture pour plus de facilité après dans le règlement. Juste un mot sur ces 2 dernières méthodes de facturation. Ça, c'est très intéressant pour ceux parmi vous qui soit font des actions groupées, donc qui s'occupent de plusieurs clients. J'ai l'exemple d'un client qui a souscrit à notre abonnement pour attaquer une assurance. En fait, suite au Covid-19, il a réussi à récupérer plusieurs clients d'une assurance qui n'étaient pas satisfaits de leur indemnisation, et comme ça, il a pu gérer en fait cette facture et facturer ses multi-clients. Chose qui lui aurait pris énormément de temps sans un logiciel en fait. C'est ce qu'il a décidé d'investir dans un logiciel. Et de l'autre côté, la facturation multi-dossier, là ça va être plutôt pour ceux qui travaillent avec des institutionnels, par exemple des assurances, qui ont des multiples agences et qui vont pouvoir facturer donc le siège pour les dossiers de chaque agence. Et l'autre point intéressant aussi dans la facturation multi-dossier, c'est nous avons un extranet que va vous présenter Alexandra, et ça permet de mettre à disposition de l'assureur sur un seul lien l'ensemble des dossiers sur lesquels vous travaillez avec lui. C'est aussi très intéressant pour ceux qui travaillent dans le droit de l'immobilier, lorsqu'il y a des procédures, je pense, avec des promoteurs, des choses comme ça. Voilà, excuse-moi, hein, Alexandre. Tout à fait, non, mais tu as tout à fait raison. C'est des cas concrets qu'on rencontre régulièrement en clientèle. Donc, tu fais bien de l'évoquer. On a également la production des documents et communication industrialisée. Donc, la production aujourd'hui documentaire, c'est l'activité pour vous la plus chronophage. Si vous n'avez pas un logiciel, vous allez perdre énormément de temps à la production de documents. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec des modèles d'actes présents dans les logiciels qui sont mis régulièrement à jour par l'AMIline, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez également personnaliser dans la bibliothèque. À côté de ça, vous pouvez vous créer vos propres matrices très facilement et générer automatiquement des documents grâce aux fiches que vous aurez remplies au préalable avec le pour, le contre, une fiche complète. Donc là, vous allez gagner beaucoup de temps sur la création des documents dans les logiciels, et on oublie donc les copier-coller, les enregistrer sous un clic droit, on crée et le document fusionne automatiquement et s'enregistre directement dans
le répertoire concerné du dossier. Tout à fait, parce qu'en fait, en prenant un peu de recul, je pense, sur votre activité, vous avez tous une batterie de documents que vous utilisez tout le temps, ou des modèles d'assignation, etc. Et c'est vrai que les modéliser dans Cléos ou l'AMI Optimium, ça va vous permettre après, juste en quelques clics, de pouvoir les générer beaucoup plus rapidement et de vous concentrer davantage sur les dossiers ou sur l'acquisition de nouveaux clients ou sur des recherches sur la MIA, New Doctrine. Tout à fait. Tout à fait, Vianney. Tout à l'heure, tu parlais d'extranet, d'espace client. Donc, on y vient, puisque c'est un service de partage de documents sécurisés que disposent nos deux logiciels. Donc ça, c'est une fonction dans nos logiciels qui sont très, très appréciées, puisque vous allez pouvoir partager certaines informations de votre dossier, que ce soit une facture, une audience à venir, un courrier, dans un espace privé pour le client. Donc, au lieu de lui envoyer un email, ce qui évite aussi, par exemple, si vous avez des pièces trop volumineuses, par mail, ça ne passera pas. Donc, le but est aussi de passer par ce service de partage, cet extranet, pour partager donc certaines informations. De là, votre client va recevoir un email avec pour objet, votre avocat vous a partagé un document, un lien hypertexte, il pourra cliquer dessus et arriver directement sur cet espace privilégié, ultra sécurisé, que l'on va pouvoir également personnaliser. Il va retrouver les documents que vous lui aurez partagés. Donc, bien sûr, vraiment, j'insiste là-dessus. Le client n'a pas accès à la totalité de son dossier, mais uniquement à des documents que vous avez bien voulu lui partager. Et ce client peut aussi vous transmettre des documents. Alors, si vous attendez des Alexandra, signatures. puisque tu es en train de le décrire, mais qu'on soit très précis, c'est-à-dire concrètement l'avocat, pour qu'il crée ce partage, quelle est voilà, qu'est-ce qu'il doit faire lui pour initier ce partage de documents? Alors, dans Cléos, c'est tout simple. Il peut faire soit un clic droit partager. D'accord. Et là, il va arriver donc sur un espace où il va cliquer sur le destinataire, donc l'email de son destinataire, et c'est tout. Il a juste ça à faire. Et ensuite, ça va envoyer le document. Et il y aura un message pré-rempli qui sera défini. Et le client donc, va recevoir ce mail en disant que vous lui avez partagé un document. Et donc, lui, clique tout simplement sur le lien. Et là, il arrive dans cet espace. D'accord. Et donc, il doit quand même créer son compte. Il doit créer un compte pour sécuriser avec un mot de passe, etc. Et donc, il n'y a que lui, en fait, qui connaît son mot de passe. D'accord, c'est ça. Ça, c'est très important parce que parfois, on a des outils où finalement, c'est vous qui créez le mot de passe, qui lui envoyez par email. Et il suffit que quelqu'un hack sa boîte mail et il a toutes les informations pour accéder à ces documents. Oui, tout à fait. Et c'est pareil, c'est un point aussi qui est super important, la sécurité. C'est combien de fois, je pense que ça m'est déjà arrivé 2 fois, d'être en échange avec un avocat, d'envoyer un email et quelques jours plus tard de recevoir un email. Attention, je me suis fait hacker ma boîte WeTransfer, etc. Faites passer le message. Je pense que ça vous est tous arrivé. Et justement, un outil comme l'extranet de Cléos, ça vous permet d'être rassuré par rapport à ça. Nous, on n'a jamais eu de problème de sécurité en fait sur Cléos, alors que ça fait 8 ans que le produit existe. Et des outils comme WeTransfer, comme Dropbox, qui sont alors Dropbox public, soyez très vigilants quand vous les utilisez parce que c'est des outils gratuits. Et il y a une citation sur Internet qu'on a coutume de dire que quand c'est gratuit, en fait, le produit, c'est vous. Donc là, c'est pas vous le produit, c'est vos documents. Donc voilà, je vois que ça fait sourire Guillaume, mais il le sait autant que nous. Faut vraiment que vous soyez vigilants. Alors je vous dis pas que après ça dépend de ce que vous allez partager. Si c'est pas un dossier qui est super confidentiel, super grave, même si vous avez éthiquement, vous devez normalement tout faire pour protéger vos dossiers, mais soyez vigilants sur la chose. Et surtout les emails, faites très attention également parce que les études sur les malwares montrent que c'est 80% des virus qui arrivent dans des pièces jointes d'email. Donc, en utilisant On a un problème de son.
Vianney, on t'entend pas. Oui. On a un problème de son. Vous voyez, c'est parce que j'ai évoqué virus ou quoi que ce soit. Et là, ça y est, ils sont sur moi. Vite. Ça s'est arrangé, c'est bon. Ah non. Non. Ah, Ouais, ça je pense vient que de c'est Vianney Vianney ou c'est qui est en général? train de se faire attaquer par Dropbox, là. Ça, ouais. Ah ouais, ça y est, Oh, il allait trop évoqué loin. trop On lui de- avait dit pourtant. Il était allé trop loin dans le virus. Bon, bah, je crois qu'il pose. On te laisse Bon, reprendre la main sur ça. Ouais. Juste pour terminer l'extranet, et je finirai là-dessus, sachez que quand vous partagez des documents, il n'y a pas de durée limitée. C'est vous qui choisissez à quel moment vous stoppez cet échange, ce partage d'informations. Donc, c'est vous qui êtes maître de lui attribuer un login, un mot de passe et de lui dire à un moment donné, je stoppe le partage de documents. Vianney, tu nous entends? Mais nous, on t'entend pas. Bon. On t'entend plus. Oui, excusez-moi, en fait, j'ai coupé mon micro pour dire à ma femme qu'est-ce que tu fais avec le modem. Mais en fait, non, je crois qu'elle est partie. Donc, on a terminé sur l'extranet. Quelque chose de très utile aujourd'hui, c'est la mobilité. Cléos, vous allez pouvoir avoir une application mobile qui vous permet d'avoir un tableau de bord de votre cabinet. Ça veut dire que l'application, vous la téléchargez. Ça vous donne accès à tous vos derniers dossiers ou tous vos dossiers, c'est un paramétrage. Oui, Sandy? Non. Tu voulais parler? D'accord. Sur cette application, donc vous allez également avoir, bien entendu, l'agenda. Vous allez avoir votre agenda sur votre téléphone. Vous pourrez également ajouter un nouvel événement. Si vous avez un renvoi à faire, vous pourrez le faire, vous êtes en audience. Tout de suite, vous faites le renvoi sur votre téléphone qui, bien sûr, met à jour votre Cléos au cabinet. Vous avez accès donc à vos tâches en attente ainsi que la gestion de votre activité et les documents. Donc, pour passer aux documents, en connaissance de tous les documents qui ont été créés dans Cléos, vous allez pouvoir les ouvrir, les consulter, les modifier et, si vous le souhaitez, les envoyer par mail directement de par votre téléphone ou tablette. Et vous pourrez également générer du temps passé qu'on appelle activité. Donc, en temps réel, vous allez pouvoir dire j'ai passé 2 heures en expertise. Donc, vous allez pouvoir enregistrer sur votre mobile 2 heures d'expertise avec votre taux horaire qui sera prédéfini. Si vous avez des frais kilométriques, vous pouvez également les renseigner, valider et ça part directement donc, dans le logiciel. Donc, c'est un gain de temps considérable de pouvoir de n'importe où avec son téléphone, accéder à son agenda, le mettre à jour. Vous êtes en retard à un rendez-vous, tout de suite, vous avez accès au contact, vous l'appelez, vous lui envoyez un email. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'application mobile de Cléos et qui est également sur tablette, que ce soit Apple ou Android. On passe au complément Cléos pour Outlook. Donc, chose aussi tout à l'heure qu'évoquait Vianney. On va parler... Tu peut-être partager l'écran, voilà. Ouais, je vais vous montrer. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ici, j'ai ma boîte mail. Alors, j'espère que j'ai rien de trop confidentiel. Un mail de Sandy Moquel qui nous indique pour voir. Donc, c'est bon, on est à peu près dans les temps, Sandy, ou pas? Et vous voyez ici, alors celui-là, je l'ai déjà historisé, donc je vais prendre un. Hop. Voilà, et donc vous voyez ici, j'ai un petit module que je vais étendre et qui est le module Cléos et dans lequel en fait j'accède directement à la base, à ma base Cléos.
Donc, je ne suis même pas obligé d'avoir Cleos d'ouvert sur mon ordinateur et je vais pouvoir automatiquement choisir un dossier dans lequel c'est enregistré. Donc là, en fait, il a déjà repéré que j'étais en échange avec Sandy parce que j'ai fait un test avant. Donc, sur la base de l'email de Sandy, il a repéré que j'avais déjà classé un dossier, enfin un document, un email plutôt, dans le dossier ABC. Donc, je peux à tout moment, bien sûr, changer. Vous voyez ici, j'ai l'ensemble des documents de notre base test et je peux également changer de répertoire. Donc là, j'ai accès à la cote en fait de procédure qui est dans Cleos. Donc je vais ranger ça dans les emails reçus. Et ce qui est très intéressant, donc je peux mettre une description, je l'enregistre. Et c'est là où on est vraiment sur des outils aussi de productivité, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander forcément d'ouvrir Cleos à ce moment-là. Vous allez pouvoir, au travers de ces boutons d'action, automatiquement enregistrer un temps. Par exemple, voilà, on va se dire que cet email-là de Sandy, même si ça m'a pris 5 minutes pour étudier les pièces qu'elle envoyait, bon, je vais mettre une diligence d'1 heure. C'est bien, je trouve que le Voilà. ratio est en pièces, hein. Tu as raison de faire ça. Je rigole, hein, mais ouais, j'ai un sacré boni Mali. Mais non, je vais mettre une demi-heure, voilà, et j'enregistre. Et automatiquement, l'activité est enregistrée sur Cleos. Donc, vous allez pouvoir historiser. Et ça va vous permettre de vous éviter à la fin de la semaine, comme l'a évoqué Alexandra tout à l'heure, le vendredi, d'aller chercher sur un fichier Excel, sur un post-it, sur des documents, ce que vous avez fait, etc., pour tout rassembler et réaliser vos factures. Là, dans un seul endroit, en fait, vous avez l'ensemble des documents et activités. Tout à fait. Et on peut également enregistrer, bien sûr, les pièces jointes. Vous avez un mail avec 5 pièces jointes, par exemple. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir activer donc l'ouverture de ces pièces jointes et dire je souhaite enregistrer 1, 2 ou toutes les pièces jointes dans le dossier, très facilement. Donc ça, c'est vraiment l'interface très intéressante de Outlook vers Cleos et qui fait gagner un temps considérable. Aujourd'hui, nos clients, ils en sont très, très friands. Vous voyez ici, là, j'ai cliqué justement sur enregistrer les pièces jointes et j'ai les différentes pièces jointes et je vais pouvoir spécifier des répertoires différents à chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment, votre Cleos, il est fermé. Vous pouvez travailler à partir d'Outlook et renseigner votre dossier, comme il disait Vianney, que ce soit générer un événement, un rendez-vous, du temps, enregistrer vos pièces, votre mail automatiquement dans Cleos. Et là, ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps et ce qui vous permet d'avoir la traçabilité de tout dans Cleos. On va aussi évoquer le sujet qui plaît beaucoup chez nos clients, c'est le Cleos e-tampon. Effectivement, aujourd'hui, vous allez tamponner manuellement toutes vos pièces. Donc, nous, Cleos, on va vous permettre d'ordonnancer très facilement vos pièces dans un conteneur temporaire. Donc, dans Cleos, vous allez avoir le conteneur où ici, vous allez pouvoir donc sélectionner toutes les pièces que vous aurez scannées ou sélectionnées dans Cleos. Vous allez pouvoir donc les découper automatiquement, d'accord, pour respecter la taille maximale qui est imposée par Ibaro aujourd'hui, RPVA. On va apposer donc automatiquement les tampons. Donc, les tampons, automatiquement, vont s'apposer sur les documents. Vous choisirez si vous le souhaitez en haut à gauche, petit, moyen, grand. Donc, ça, c'est du paramétrage que l'on fait en amont. Et chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est qu'à la fin, vous allez avoir le bordereau de communication de pièces qui va s'éditer automatiquement, qui va tout reprendre. Si vous n'avez pas cet outil, aujourd'hui, ça vous prend énormément de temps. Là, en Cleos, sincèrement, Vianney, c'est quoi? C'est 5 minutes. 5 minutes. Oui, c'est ça. Moi, j'avais fait un exercice avec un tampon, avec un bordereau de pièces. On avait à peu près 20 pièces de 2-3 pages. Et on s'était amusé à sortir le chronomètre pour tamponner, etc. Et je sais que la vraie galère, c'est quand vous avez une inversion de pièces, vous devez changer les pièces. Là, il faut tout reprendre. Je sais pas, Camille, Sandy, Séverine, vous utilisez, enfin, vous faites du tamponnage de pièces ou Alors oui, de fait, des bordereaux de communication. Des bordereaux. J'ai un écho de nouveau.
Oui, parce que j'ai ouvert mon micro. Désolée, Séverine, encore obligée de te couper le sifflet. Oui, je réponds après, Pierre, je te laisse la parole. Alors, donc, et oui, alors, on a commencé effectivement parce qu'avant, c'était surtout en papier. Maintenant qu'on est passé au numérique, on le sait, hein, effectivement, on devrait justement les imprimer. Donc, on est passé au tampon numérique. J'ai commencé avec juste un tampon. Alors, il se trouve que, et c'est pas pour ça qu'on vous a choisi, hein, que moi, je suis passée dernièrement chez Cléos. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de pièces, mais oui, je vais passer par le tampon. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir d'un logo. Donc, oui, clairement, c'est un outil. Le tampon numérique, ça devient un outil indispensable puisqu'on sait que la plupart de nos pièces, maintenant, on les reçoit en général en ligne. Oui. Et puis Sandy, quand Il y tu a de vas plus en plus de commencer. juridictions qui passent. Pardon, Ouais. excuse-moi. Alexandre. Non, je disais, et puis Sandy, quand tu vas commencer à utiliser cette option de tampon, tu pourras plus t'en passer. Tu dis, ah mon Dieu, le temps que j'ai perdu, le temps que j'ai perdu. Il y a un autre point aussi qu'on a oublié de spécifier, c'est que certains tribunaux demandent également d'avoir les signets sur le D'accord. PDF. Que chaque pièce doit être un signet dans le D'accord. PDF. Et donc ça J'ai le pas fait eu aussi la demande, automatiquement. mais ok. Séverine, Camille, peut-être, si vous avez. Enfin, ouais, même on s'en rend compte que le tampon numérique, c'est bien pratique, oui. Non, moi, je suis surtout conseillée, alors je suis désolée, je ne tamponne pas non plus. T'as dit quoi? Dis-moi, je fais surtout conseil, je ne tamponne pas de pièces. Oui. Donc oui, il n'y a pas. Alors, j'ai Désolée, ouvert mon mais micro. par contre, il y a. Après, de toute façon, c'est sûr que le tampon, ça fait gagner du temps. Enfin, moi, j'imagine. Après, il y a pas mal de choses aussi que vous avez présentées, comme notamment le fait qu'il y ait des modèles qui se génèrent en fonction de nos propres modèles. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps. Hein, ça. Et on sait aussi que dans le conseil, le module Cléos pour Outlook, on l'a aussi pour l'AMI Optimium, est apprécié parce que vous n'êtes pas tout le temps sur l'outil de gestion de documentaire, vous êtes aussi beaucoup dans l'échange d'emails avec vos clients, et ça, c'est très apprécié également. Je voulais faire une petite aparté sur peut-être juste avant un que tu module partes sur qu'on la propose signature, puisque là, en qui plus, s'appelle on Love va effectivement Signature, dire pas puisqu'on mal l'a de vu. choses dessus. Séverine, tu voulais nous dire quelque chose, donc on te laisse peut-être la parole. Attention, j'ai mis mon micro. Oui. Non, je ne fais pas de judiciaire, donc le tampon n'est pas quelque chose sur lequel j'ai pu tester l'utilité, en tout cas dans vos outils. En revanche, vous parlez de gestion documentaire, oui, ça éventuellement, ça pourrait me servir. Je referme mon micro. Alors, je voulais évoquer avec vous rapidement la signature électronique aussi, parce qu'on l'a vu, 63% des avocats déclaraient de l'intérêt pour cette technologie. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une technologie qui est ultra intéressante pour vous, aussi bien d'un point de vue financier que, je dirais, d'un point de vue d'utilité pour les avocats. En deux mots sur ce que nous proposons, parce que c'est important que vous l'ayez bien en tête. En fait, on a un partenariat avec Ariane Next, qui est un fournisseur de signature électronique, qui est même le premier fournisseur français à avoir été certifié EIDAS, qui est la réglementation en fait pour les signatures électroniques. Donc c'est une réglementation européenne. Et vous pouvez donc constater en allant sur un listing où Ariane Next apparaît. Nous, comment ça fonctionne et grosso modo, on va être les seuls à être proposés pour le moment sur le marché. Je crois qu'on a un concurrent aussi qui le propose. C'est à partir de votre logiciel, en fait, vous allez sélectionner un document et grâce au connecteur API, avec un clic droit, vous allez pouvoir envoyer ce document en signature. Et là, l'outil va communiquer donc à Ariane Next, notre partenaire, les adresses email, les coordonnées aussi téléphoniques, et ceci de manière totalement sécurisée, des signataires qui vont, eux, recevoir un email avec le document et ils vont pouvoir donc signer soit en signature, ce qu'on appelle nous simple, ce qui est avec un SMS, comme on peut avoir cette expérience quand on fait des achats en ligne où avec 3D Sécu on reçoit un SMS et on rentre le code.
Voilà, donc ça, c'est, je dirais, une signature basique, mais qui a quand même une valeur probatoire auprès des juridictions. Et sinon, on propose également l'autre méthode de signature qui est la signature avancée. Et donc là, la signature avancée, c'est le signataire, pendant son parcours de signature, pour valider cette signature sur les documents et les paraphes aussi, on va afficher un QR code, il va le flasher avec son téléphone, il va se retrouver sur l'application d'Ariane Next, prendre une pièce d'identité en photo, donc ça peut être une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, et ça, il faut que je me le fasse valider. Croire, mais même le livret de famille passe apparemment. Et Ariane Next interroge les bases pour s'assurer que Ah oui, alors on n'a pas entendu Non, non, il y a un problème de son. Comment? Après le QR code. Ah mince, c'était vrai. Ah, alors c'est très simple. Grâce au QR code, vous téléchargez une application pour pouvoir prendre en photo votre pièce d'identité. Donc, carte d'identité, passeport, et ça va être historisé en tant qu'élément de preuve du signataire. Donc, les éléments de preuve, ça va être le SMS, puisque le SMS permet de raccrocher un contrat téléphonique en fait. Donc, on peut identifier la personne, plus la carte d'identité. Alors, oui, on t'entend bien. Vous m'entendez toujours? Alors, juste si tu as… Moi, j'aurais juste une question juste basique par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que je vois qu'on n'a pas trop de réactions, mais n'hésitez pas. Je m'interroge, vous laissez le choix entre une signature simple et une signature donc certifiée. Effectivement, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a… Les deux sont certifiés. Il y a effectivement le degré et on sait les les conséquences qui sont associées à ce qui est demandé par l'IA2S. Mais juste une question, pourquoi alors laisser ce choix? Parce qu'après tout, qui peut le plus, peut le moins. Quelles sont les conséquences pour nous? Est-ce que c'est des conséquences financières? Parce que sinon, pourquoi pas toujours choisir je voulais pas l'aborder, mais c'est une question, Sandy. Merci. C'est une question de coût, forcément. Alors, si, non, pour vous donner un ordre d'idée, la signature, nous, l'offre qu'on propose, c'est la signature simple, donc avec donc le cachet quand même électronique sur le document, plus le SMS avec un password qui est tapé, c'est 92 centimes par signataire. C'est-à-dire que si j'ai un contrat avec 10 annexes et j'ai 2 signataires, ça va coûter 1,84 €. D'accord? En revanche, la signature avec la carte d'identité, là, on est sur 2,12 €. Donc, ça coûtera 4,24 € pour la même signature. Après, c'est juste que la carte d'identité apporte un degré de probité qui est encore plus élevé. Si vous voulez, la carte d'identité, elle est utilisée par exemple pour les notaires pour signer les actes de vente. Par les avocats. Elle est notée, elle est… profession. Oui, et on a aussi, ça peut être utilisé aussi par les cabinets d'affaires dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition, de private equity, etc. Donc c'est un degré qui est quasiment le plus extrême. L'autre degré, personne ne le propose aujourd'hui à part DocuSign. Et celui-là, il est vraiment très extrême. C'est celui avec, en fait, vous avez un agent qui vous parle au téléphone. Et là, vous devez présenter votre carte d'identité, montrer votre tête à côté de la carte d'identité, etc. C'est un peu bizarre, mais voilà, ça c'est le degré le plus élevé. Ça coûte bien plus cher. On n'a pas fait le choix pour le moment de proposer ce degré. Mais même avec la signature simple, il y a quand même une certification derrière. Le document est inaltérable et c'est parfaitement adapté, par exemple, à une convention d'honoraires. Puisqu'en tant qu'avocat, vous avez l'obligation de faire signer votre convention d'honoraires avant de travailler sur un dossier. Donc là, nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser la signature simple pour cette convention d'honoraires. Donc rapidement, les principaux bénéfices. Après, donc, je prendrai la parole puisque je suis obligée donc de parler. Enfin, je suis obligée, oui, il faut qu'on soit transparent sur toutes les propositions. Et là, comme en plus c'était évoqué tout à l'heure par Guillaume, on a une demande des confrères de ce que les institutions prennent un petit peu effectivement en charge ces outils du numérique. Et il se trouve que le CNB a plutôt bien répondu et j'évoquerai aussi les solutions qu'on a auprès du CNB pour tout ce qui est signature. Donc, après, je te laisse terminer. Faire une petite intervention aussi, puisque moi, la signature électronique,
c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au cabinet. Et vu que l'atelier, c'est quand même le numérique comme outil de croissance, je voulais vraiment donner un petit retour d'expérience sur cet outil de croissance. Parce qu'effectivement, en fait, la convention d'honoraires, on l'envoie, elle est signée immédiatement par le client. On a l'alerte en fait que c'est signé. Euh, dans la foulée, en fait, on peut lui envoyer un lien de paiement en ligne et en fait, en l'espace d'1 heure, on a notre convention d'honoraires qui est signée. On a un acompte qui est sur qui est en cours de paiement, il paye en ligne sur Internet. Et en fait, c'est un réel outil de croissance. Déjà, depuis qu'on utilise ça au cabinet, on a vraiment fluidifié en fait tout ce qui était signature de devis et autres. Ça, c'est vraiment, je pense aujourd'hui que c'est indispensable. Et après, voilà, dans la foulée, on a l'alerte comme quoi il a signé de manière simple. Évidemment, la convention d'honoraires, on n'a pas besoin que ce soit ultra sécurisé. Par la suite, on lui envoie notre lien de paiement et non seulement on va beaucoup plus vite et on gagne beaucoup en trésorerie et donc en croissance. Enfin, ça, c'est vraiment pour moi un outil aujourd'hui qui est indispensable, la signature électronique. Et je pense que en plus de ça, même quand on regarde le coût, c'est pas, en termes de trésor et de rapidité, ça vaut vraiment le coup, vraiment. Pour faire un parallèle à la plénière de la CEJA, parfois il vaut mieux payer. Non, mais c'est vrai, il vaut mieux payer un prestataire pour nous faire gagner du temps parce que vraiment on gagne en temps et on gagne en trésorerie, on gagne en fluidité, en gestion en fait de toutes ces conventions d'honoraires. Enfin, en tout cas, voilà, moi je recommande vraiment ça. Non, mais alors c'est très intéressant, Camille. Bah, alors donc, tu m'excuseras, Vianney, je vais continuer sur ça parce que voilà, ça me permet de faire enfin, c'est la passerelle. C'est-à-dire qu'on a des outils qui existent, on va vous en parler un petit peu. On sait que c'était pas l'origine de faire le maximum, donc c'est simplement des solutions qui permettent, on va dire basiquement, de proposer aux avocats d'avoir quelque chose. Donc voilà, je vais l'exposer. Mais on sait bien entendu que tous les prestataires que vous êtes essayent toujours de développer un peu plus pour avoir voilà, le petit plus qui fait la différence. Et ce Camille vient expliquer, c'est aussi la possibilité aussi d'avoir les outils pour le paiement. Nous, ce qu'on a avec le CNB, quand je dis nous, je parle des avocats, hein, pas du CNB, je n'y suis pas, c'est pas l'objet, mais c'est que ils ont développé il y a maintenant quelques années une plateforme proposant une signature électronique à vocation essentiellement de faire signer l'acte d'avocat. Donc, c'est vraiment pour cet acte-là spécifique. Donc, c'est la plateforme dite e-Act. Là, c'est un acte tout à fait spécifique et on ne l'utilise pas nécessairement tout le temps. Mais c'est vrai que, quitte à faire cette plateforme, ils ont commencé à proposer aussi la convention d'honoraires. Donc là, on a justement aussi d'ailleurs cette double signature, puisque la convention d'honoraires, la signature est très simple. C'est ce que vous dites, un envoi par mail avec un code qui arrive par SMS. Et par contre, pour l'acte d'avocat, comme c'est plus sécurisé, il y a aussi le besoin de la carte d'identité. Donc là, on a cette solution, cette option. Vous savez qu'on a la possibilité d'avoir cette signature. Mais effectivement, il n'y a pas tous les avantages que Camille vient de décrire avec d'autres systèmes qui vous permettent une plus grande fluidité. Et après, c'est toujours à nous de voir en fonction du ratio coût-avantage. Est-ce qu'on veut vraiment tout en un, comme ça on dit qu'on est très très performant et on va encore plus vite, ou est-ce qu'on se dit que ça peut suffire avec les outils qui nous sont proposés? Et juste, parce que c'est assez récent, on a maintenant une plateforme qui propose justement une signature électronique pour tous les actes. C'est sorti il y a 1 ou 2 semaines, je sais pas, oui, je dirais moins de 2 semaines. Donc, on peut aussi l'avoir via la plateforme du CNB. C'est pour l'acte sous signature privée. Et alors, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas encore allée voir comment c'était, donc je ne peux pas totalement décrire. J'ai juste eu 2 échos en disant que c'est bien plus fluide que ce qu'ils ont fait avant. Il y a vraiment une refonte du numérique là actuellement qui est assez intéressante. Donc voilà, on a ces options qui existent aussi, mais j'attire vraiment l'attention sur le fait qu'on a vocation à être transparent à la CE pour décrire un peu ce qui existe sur le marché. On est content de voir que les institutions ont bien pris en main voilà, la demande qui était faite et que les avocats ont besoin de ça et c'est utile que c'est à ça que ça sert. Le CNB a besoin, a pour nécessité de créer certains outils dont toute la profession a besoin. Mais elle ne peut pas remplacer les prestataires qui peuvent avoir parfois des outils encore plus renforcés avec des éléments plus importants. Mais c'est important qu'on ait un éventail assez conséquent sur ce qui est offert. Voilà, Vianney, je peux te donner tes bénéfices. Non, mais bien sûr, d'accès aussi sur le fait, parce que quand on prend le livre blanc, on voit votre figure numéro 8, les principales technologies dans lesquelles les cabinets juridiques, par exemple, vont investir. Et on regarde signature électronique, plutôt probable, très probable, 63%. C'est pas, enfin, je trouve que ça aurait mérité d'être beaucoup plus. Je pensais que ça allait être plus. Je pense justement
qu'il y a une méconnaissance ou une peur encore de l'utilisation de cet outil. Peut-être certainement, notamment peur de de la certification ou peur qu'on s'adresse bien à la bonne personne pour signer. Parce que c'est 63%, ça me paraît beaucoup en fait. Je pense que les avocats sont assez réticents en fait à investir ces outils-là, alors que vraiment, je trouve que c'est un axe assez fort. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien que vous ayez pas mal développé cette solution-là, malgré en fait le graphique et les questions qui vous ont été posées dans lesquelles c'est pas forcément, c'est plutôt probable, ça ne paraît pas non plus emporter l'unanimité et d'investir quand même à contre. Ah, mais merci Camille. C'est marrant parce que on a une asymétrie de réaction. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ces chiffres tomber, j'étais aux anges. Je me suis dit, c'est super, on va faire un carton. Même si le CNB, et c'est tout à l'honneur du CNB de proposer ce type d'outil pour les avocats, a aussi une offre concurrente, hein, faut le dire. Après, on se situe pas, c'est pas exactement la même chose comme tu l'as évoqué, Sandy, parce qu'effectivement, nous, on est sur un connecteur, donc il y a un confort d'utilisation qui est peut-être un peu plus important que ce qui est proposé par le CNB, qui fait le job, mais où il faut quand même ressaisir des informations. Et toi, Camille, tu es surpris que ça soit pas à un niveau plus élevé, quoi, finalement. Alors pas un niveau de sécurité plus élevé. Moi, je suis surprise qu'en fait, quand on regarde des avocats ou des cabinets juridiques qui disent que c'est plutôt probable qu'ils investissent dans la sécurité. C'est pas assez en fait. Mais et que vous avez quand même développé cette solution alors que les avocats sont pas super chauds en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Il faut que le CNB fasse du lobbyisme auprès de l'État pour qu'il y ait des malus sur ceux qui n'utilisent pas la signature électronique. Bon, alors là, c'est pas gagné. Je vais juste faire une dernière intervention pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Camille. C'est quand même intéressant, alors qu'on sait justement que c'est quand même dans le code, effectivement, que ça a été codifié, hein, la signature électronique, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Oui. Mais pour vous donner encore un exemple par rapport au CNB, donc là où je dis que c'est pas gagné, c'est qu'il a été décidé qu'on conservait la signature manuscrite dans l'acte de signature électronique. Moi, ce qui me perturbe grandement, parce qu'en fait, on sait que ce gris-gris n'a aucune valeur sur l'acte. Et pourtant, ils ont tenu à nous dire que c'était indispensable de le conserver. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on avance, mais doucement. Alors, c'est parce que justement, alors qu'en fait, ils ont développé des outils où justement il y a un niveau de certification qui est très élevé, ils ont quand même peur que ce soit pas ça. Et en plus de ça, ils ont peur aussi qu'en fait, ils se développent des cabinets où ils rencontrent plus jamais les clients, en fait. Hein. C'est ça, le vrai débat. Hein. Alors, ça, après, on sait que notre oui. Et il y a un autre point quand même qui est super important sur la signature électronique en termes de confort, c'est que une fois que vous utilisez la signature électronique, vous n'avez plus besoin en fait de vérifier page par page que le document a bien été paraphé, bien daté, bien signé et qu'il n'y a pas eu des modifications sur les documents, parce que là, pendant cette période de Covid où on était confinés, on ne pouvait plus se déplacer, les cabinets d'avocats donc ont dû aller à marche forcée en fait sur certaines actions, donc prendre les contrats qu'ils ont édités pour le compte de leurs clients, les envoyer à leurs clients pour qu'ils le signent, demander à leurs clients de l'envoyer au co-contractant pour qu'il le signe de nouveau, et ensuite récupérer les contrats et vérifier que tout avait été bien fait. Ça, avec la signature électronique, c'est fini en fait. Vous n'avez plus besoin de le faire puisque tout est fait électroniquement et le document ne peut pas être modifié. Donc c'est un véritable confort que cette technologie apporte. Voilà, je voulais ajouter ces slides parce que Sandy, je les avais pas mis à l'origine, mais je me suis dit que c'était important quand même de vous les montrer. Est-ce que ça vous ennuie? Je vais peut-être un peu chambouler si maintenant on a fini sur ces questions-là, l'ordre qu'on avait prévu, mais je vois un peu le temps passer. Et voilà, avant peut-être qu'on passe à la dématérialisation dans la relation équipe, on peut peut-être faire une transition. Plus je trouve que là c'est à propos peut-être après la signature avec Guillaume, qui est quand même là aussi avec des outils. Oui. Ça vous dérange pas qu'on parte sur ça? Moi ça me va, hein. je devrais y arriver. Pas du tout.
Ok, nickel. Alors, Donc, Guillaume aussi a des nouveautés à nous apprendre sur Doctrine. Donc, ce serait intéressant qu'on en sache un peu plus. tout à fait. Alors oui, juste, je reprends la main parce que le rebond du numérique, on vous a sollicité. Alors là, nous, on vous propose des outils. Alors c'est vrai qu'on a des intervenants particuliers parce qu'on connaît effectivement leurs compétences, mais on sait aussi que c'est de manière générale qu'on vous propose des outils. On a bien conscience de ça. Et c'est le lien, donc les logiciels métiers avec ce qu'ils nous ont expliqué, les signatures électroniques et maintenant donc les outils un peu prédictifs. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien est-ce que vous m'entendez correctement et est-ce que vous voyez bien mes slides? Ça devrait être un peu mieux que la première fois. Oui, c'est bon. Ok, nickel. Donc, Tout est en parfait. fait, l'étude IFOP dont on vous a parlé tout à l'heure, elle permet de constater un besoin. Vianney en a parlé à plusieurs reprises également, et c'est ce besoin et cette envie du numérique. Mais en fait, tout ça, ça nous renseigne. Donc, on a eu quelques illustrations sur la signature électronique et effectivement sur Cléos, comment on peut aider les avocats à prendre cette transformation. Et comment les outils peuvent le faire aussi d'un point de vue donné. Et c'est pour ça qu'il y a des grands propos autour de l'intelligence artificielle. Alors, on en est à toutes les sauces de l'intelligence artificielle. Et là, le but de ma présentation, c'est de vous montrer des cas concrets de comment l'intelligence artificielle, effectivement, arrive à aider les avocats. Alors, on le disait, l'intelligence artificielle, c'est matin, midi et soir à toutes les sauces, mais concrètement, appliqué au droit, c'est quoi? Un petit exemple. En fait, l'intelligence artificielle appliquée à un texte normal, en fait, elle va permettre quoi? Ça va permettre, par exemple, d'étiqueter les données dans un texte, savoir reconnaître le nom d'une entreprise, savoir reconnaître le nom des particuliers, les lieux, les dates ou tout autre type d'informations qui sont en fait disséminées dans les textes. Alors, pour un texte juridique, ça peut être, par exemple, reconnaître la citation d'un article, d'un code, d'une décision de justice. Et dans une décision de justice, encore une fois, là, reconnaître le nom des parties, personnes physiques, ou pour les occulter aussi, on parle bien évidemment de pseudonymisation, d'anonymisation, pour les occulter dans la diffusion de la décision. Et comme vous l'imaginez, l'intelligence artificielle, ça a besoin d'être très avancé. Ça a besoin d'être très avancé pour être capable d'anonymiser des personnes physiques sans forcément le faire sur des personnes morales, etc., etc. Donc en fait, à partir de ces données enrichies, les data scientists chez Doctrine, par exemple, peuvent créer en fait des liens entre tous ces contenus juridiques. Plus il y a de données liées entre elles, plus les résultats de recherche sont pertinents, plus les recommandations du coup qui sont faites à l'avocat et derrière par l'avocat à son client sont pertinentes. L'information, elle peut être traitée en temps réel à grande échelle et l'avocat, lui, il peut disposer des dernières informations pour ses affaires et bénéficier d'une information pertinente et instantanée. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ce traitement instantané de l'information va permettre à l'avocat? Si on prend l'exemple d'un avocat que vous connaissez bien, Ludovic Blanc, lorsque Ludovic en fait ses recherches en droit social, lui, il dispose, en consultant une décision ou un article de loi, de tous les contenus liés. Les décisions d'une même affaire, avec la frise chronologique, par exemple. Les décisions aussi qui sont similaires, ou les commentaires qui citent en fait des décisions, ou le texte. Les évolutions législatives et les commentaires associés, ou encore les questions parlementaires, qu'on sait très intéressantes pour les professionnels du droit. En fait, c'est ce panorama de sources qui va permettre de mettre le big data juridique de façon assez concrète au service de son activité. Donc l'intelligence artificielle, c'est aussi de mieux personnaliser vos recherches. Et là, en fait, l'innovation, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on s'adapte. Et c'est vraiment cette vision d'un outil dynamique et personnalisé que l'on pousse chez Doctrine, parce que l'outil, il s'adapte au profil et il est nourri aussi à partir de vos recherches en tant qu'avocat pour vous proposer en fait le contenu le plus pertinent. Nous, notre but ultime, c'est de vous envoyer l'information dont vous avez besoin avant même que vous ayez l'idée de la chercher. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu ambitieux, ça paraît beaucoup de se dire ça. En fait, je ne cherche même pas une information et on me la donne. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Et peut-être que le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est l'histoire que raconte Bénédicte Papin. C'est une de vos consoeurs, elle est avocate en droit de la santé, et un client la consulte suite à des effets secondaires, c'est ça l'histoire, après une radiothérapie. Donc, à l'époque, la jurisprudence, elle ne reconnaissait pas du tout
le lien entre le traitement et le préjudice subi. Et donc, face à cette incertitude, qu'est-ce qu'elle fait, Bénédicte Papin? Elle dit à son client, franchement, je pense que le contentieux, là, on est quand même mal engagé, ça me paraît pas forcément être une bonne idée. Mais après avoir fait ses recherches en doctrine, en fait, elle fige cette recherche. Elle fige cette recherche qu'elle avait faite et elle la flague tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, un matin, plusieurs mois après, elle se réveille. Elle se réveille et dans sa boîte mail, elle a un email qui lui dit qu'il y a une nouvelle décision sur la recherche qu'elle avait faite des mois avant, qui cette fois établit un lien entre le traitement et le préjudice, entre le traitement de radiothérapie et le préjudice. Voilà. Et donc, cette information, elle ne l'attendait plus, elle avait presque oublié son client. Enfin, on n'oublie jamais vraiment un client, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle était passée à autre chose. Et en fait, elle reçoit cette information, elle rappelle son client et ils partent tous les deux au contentieux. Mais alors, attends, Voilà, donc, moi, ça me paraît effectivement très intéressant ce que tu dis. Mais alors, qu'est-ce que tu entends par elle fiche cette décision, elle la flague? C'est-à-dire, elle doit faire une action concrète après, ou juste le fait d'avoir fait la recherche, ça va enregistrer ou non? Il faut qu'elle fasse une démarche. Eh bien, en fait, il y a plusieurs cas d'usage. Alors, tout ce qui est requêtable dans le big data, dans Doctrine, toutes les informations et toutes les recherches que l'on peut faire à un instant T quand on fait une recherche, derrière, on a la possibilité de flaguer cette recherche. Et donc, grosso modo, parce que j'ai mis une recherche qui dit lien entre radiothérapie, effets secondaires, etc., qui ne lui avait pas donné un résultat probant, elle a juste mis une alerte à ce moment-là. Et ça veut dire que, parce que la jurisprudence, on sait que c'est vivant, on sait qu'il y a 80 000 décisions qui sont rendues par semaine. Et donc, moi, je veux m'assurer, quand je suis Bénédicte Papin, quand je suis n'importe lequel de vos confrères ou consoeurs dans n'importe quelle spécialité, que s'il se passe quelque chose qui est déterminant, j'en sois alerté. Et donc, je flague simplement un petit bouton. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, on me le dit et on m'en envoie un email et j'en suis notifié. Et c'est ça ce qui lui est arrivé. Et donc, grâce à ce système de veille et d'alerte, en fait, l'avocat comme Bénédicte Papin, en fait, elle va avoir une veille affinée, personnalisée, selon son activité et selon ses dossiers. Le deuxième point, en réponse à ta question, Sandy, c'est que ça, c'était une démarche proactive de Bénédicte Papin, parce qu'elle avait dit « cette information m'intéresse ». Il y en a une autre, il y en a plusieurs autres, en fait, démarches. C'est qu'on a la possibilité, automatiquement, à chaque fois qu'on travaille sur une jurisprudence, sur un article de loi, qu'on regarde un commentaire, dans Doctrine, en fait, de dire « cette information m'intéresse » et de la faire glisser dans un dossier. Ces dossiers, ils peuvent être thématiques. Je ne sais pas, moi, si tu as un client qui t'intéresse particulièrement, tu peux dire toutes les informations, toutes les jurisprudences qui intéressent mon client, je vais les classer dans le dossier BNP, par exemple. Ça peut être un exemple, mais ça peut être aussi une thématique. Donc, par exemple, ça peut être effet secondaire, traitement médical, ce dossier. Et donc, je vais pouvoir faire glisser toutes les informations dans ce dossier-là. Et ces dossiers font que, derrière, chaque évolution réglementaire, législative et évolution de jurisprudence qui va pouvoir arriver, eh bien, moi, je m'assure d'en être notifié dès lors qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc il faut bien comprendre que la donnée, quand on parle historiquement de base de données, la donnée, ce n'est pas quelque chose de figé, la donnée, c'est quelque chose de vivant. Le droit, c'est une des matières les plus vivantes qui soit, et donc il est important, bien évidemment, de s'inscrire dans une démarche dans le temps, et pas uniquement de faire des recherches à un instant T, mais bien de continuer à être nourri par l'intelligence artificielle, par les solutions. Ça répond à ta question, Sandy? Tout à fait. Merci. Je t'en prie. Alors, donc, chez Doctrine, on a voulu aller plus loin pour faciliter la vie des avocats. Donc, on vient de donner quelques exemples effectivement très intéressants, mais après de longs mois de développement et de retour d'avocats testeurs, on a lancé il y a quelques mois le Document Analyzer. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu parler du Document Analyzer, l'idée, elle est simple. Et ce petit gif là que vous voyez à l'écran vous résume en 11 secondes cette innovation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez charger toutes vos conclusions ou notes de synthèse directement dans la plateforme Doctrine et en un clic. Et derrière, l'intelligence artificielle identifie automatiquement toutes les sources citées, les textes de loi, les décisions de justice, et vous crée directement le lien et enrichit votre propre document avec ces liens. Donc là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui travaille directement sur vos documents et qui les enrichit pour vous faire gagner un temps précieux. Alors pourquoi on a travaillé là-dessus? On a travaillé là-dessus parce que les avocats
ils nous disaient c'est bien, Doctrine, vous avez de l'information, c'est plus pertinent, c'est plus pratique, etc. Mais nous, ce qui est extrêmement chronophage et pénible, c'est de travailler sur l'analyse des conclusions de la partie adverse notamment. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a développé ça. En fait, derrière, comme tout est enrichi, l'outil il vous indique en fait s'il y a des décisions postérieures dans les affaires, des décisions citées, vous permet de naviguer dans votre argumentation ou dans celle de vos confrères, en l'occurrence ceux de la partie adverse. Donc il y a 3 bénéfices majeurs à cette solution. Le premier, c'est un avantage stratégique, parce que en fait, ça vous permet, vous, de vérifier l'applicabilité des sources qui sont citées dans le raisonnement de votre confrère ou consoeur. Deuxièmement, c'est un gain de temps et de productivité précieux. Nos clients qui utilisent le Document Analyzer nous parlent d'au moins 2 à 3 heures d'économiser par jeu de conclusion. Et enfin, troisième point, ça vous donne une longueur d'avance. Alors, pourquoi une longueur d'avance? Eh bien, un peu à l'image de ce que je vous expliquais juste avant sur les alertes. En fait, vous avez la possibilité de flaguer les conclusions qui sont les vôtres, par exemple, ou celles de la partie adverse, et de vous assurer d'être alerté s'il y a la moindre évolution législative ou de jurisprudence postérieurement à ce travail de conclusion. Vos confrères et consoeurs me disent toujours, moi, entre le moment où je rédige mes conclusions et le moment où je vais plaider devant une juridiction, il peut se passer des jours, Des heures. des jours, des semaines et des mois, et parfois même des années. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, le raisonnement qui nous a conduit à proposer ces conclusions, eh bien, il peut se retrouver caduc ultérieurement. Et donc, de la même façon, en fait, automatiquement, vous avez la possibilité de marquer ces conclusions et de dire, moi, toutes les évolutions sur les lois ou sur les jurisprudences qui sont citées dans les conclusions de mon confrère ou dans mes propres conclusions, hein, et ce qui est aussi important, parce que, comme on le disait, le droit est vivant, eh bien, je veux en être alerté. Et avec le même mécanisme, on vous enverra un email pour vous dire, dès qu'il y a quelque chose de déterminant qui peut faire basculer une affaire. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est quand même un sujet qui peut interroger, c'est qu'on a mis en place, bien évidemment, les meilleures garanties en termes de confidentialité et de sécurité des données. Tous les documents sont chiffrés et, encore plus important, l'avocat garde le contrôle à tout moment sur ces documents. Et il a la possibilité, s'il le souhaite, d'en faire la suppression. Voilà. Donc, pour vous donner quand même un indicateur de ce dont on parle, depuis le lancement en avril, donc en avril, c'est il n'y a pas longtemps, et puis en plus, c'était au moment où les juridictions n'étaient pas au maximum de leur rythme, eh bien, il y a 6000 documents, 6000 documents de vos confrères et consoeurs qui ont été scannés, analysés dans le Document Analyzer de Doctrine, et nos clients nous parlent d'une révolution, et il y en a même qui ne peuvent plus s'en passer. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant. J'ai le témoignage effectivement de Charlotte Barnier qui est intéressant, parce qu'elle dit quoi? Ce gain de temps, ça lui permet de ne plus passer son temps à chercher des décisions et des textes cités. Grâce au Document Analyzer, elle alloue son temps à l'analyse et à challenger l'argumentation juridique adverse. Et c'est ça, à notre sens chez Doctrine, la valeur ajoutée de l'avocat, c'est votre expertise, votre capacité d'analyse. Nous, notre rôle, c'est de vous augmenter dans cette démarche grâce à la technologie et grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, ça permet aussi, d'ailleurs, avec facilité, de mettre en pratique le conseil de Maître Eolas pour examiner les décisions et retourner une décision contre votre adversaire ou discuter de sa portée réelle. Voilà. Alors, ces innovations, elles sont à leur début. Et Doctrine, vous l'avez compris, on n'a pas du tout envie de s'arrêter là en si bon chemin. Donc, suite à la sortie du Document Analyzer, nos clients, parce qu'on a une valeur chez Doctrine, c'est d'écouter nos clients. Donc, tout le temps, on passe notre temps au téléphone avec eux et puis ils nous disent, bon, on a parlé et ils nous ont dit, bon, c'est bien votre truc, ça nous fait gagner un temps de fou, etc. Mais il y a un autre truc qui est assez douloureux pour nous, c'est la comparaison de conclusions. Et la comparaison de conclusions, ça aussi, c'est une véritable souffrance qui est source d'incertitude et de perte de temps.
Donc, cette semaine, là, on est en train de lancer cette nouvelle fonctionnalité dans le Document Analyzer qu'on a appelé le Compare, et ça va nous permettre d'identifier les modifications faites entre deux jeux de conclusion. Alors souvent, il y a plus de deux jeux de conclusion dans chaque affaire, donc c'est très fréquent ces comparaisons. On espère que ça n'a pas trop bougé, mais on ne sait pas vraiment. On fait des espèces de trucs au stabilo, etc. C'est pas terrible. Voilà. Donc en conclusion, l'intelligence artificielle permet d'enrichir et de traiter l'information juridique. Grâce aux entreprises de la Legal Tech en général, et avec les quelques exemples qu'on vient vous donner chez Doctrine, vous avez accès à des outils de plus en plus pertinents et de plus en plus efficaces. On est loin de remplacer les professionnels du droit, comme vous le constatez, et c'est plutôt vous permettre d'aller plus en détail et de proposer à vos clients des analyses toujours plus fines. Voilà. Donc, on a plein d'idées d'innovation en cours de développement chez Doctrine. J'ai hâte de pouvoir les présenter bientôt à la CE. Et en tout cas, moi, je me tiens à votre disposition à tous pour vos questions ou pour toutes les idées qui pourraient vous permettre de révolutionner votre quotidien. Eh ben, ça tombe bien parce que moi, j'en ai une. Alors, je croyais d'ailleurs que quand tu allais, enfin, je pensais pas, parce que je savais pour la comparaison, mais je croyais qu'aussi tu allais avancer sur ce qu'il est possible de faire. Alors, peut-être que c'est moi qui ai rêvé au début, comme vous m'avez dit, on fait justement ça, la comparaison avec ce qu'on peut proposer comme législation. Et ben, c'est-à-dire, en fait, on va nous sortir, vu les conclusions qu'il y a, un peu ce qu'on peut en dégager. Et donc, alors, je vais essayer de m'exprimer plus clairement. En gros, c'est-à-dire que moi, le plus important même, je trouve, au-delà des jurisprudences, parce que ça, c'est vrai que c'est assez simple. Souvent, on a le réflexe de mettre toutes les références pour le faire. Enfin, c'est simple. On va plus vite, hein, je n'en doute pas, effectivement, avec l'outil. Mais c'est d'aller directement sur la notion. Je vais donner un exemple, c'est-à-dire que si dans mes conclusions, on me parle de péremption d'instance, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse directement avoir ce lien avec Doctrine qui bloque péremption d'instance parce que ça lui parle. Voilà, c'est pas juste fait. En fait, s'il voit une notion de droit un peu intéressante, enfin un peu intéressante, même prescription, qui est plus coutumière, quelque chose, une notion de droit, et que là, on est tout de suite toutes les infos récentes par rapport à ça. Et ça, si vous faites ça, là, je trouve qu'on a un vrai gap. Je fais le client qui appelle et qui vous dit, ce serait bien que vous fassiez ça. Ok, alors si c'est pas déjà... c'est super intéressant, Sandy. Moi, je veux pas dévoiler de secret sur la roadmap Doctrine. Mais je pense que ce que tu adresses, c'est un point très important, c'est que il faut être capable, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller plus loin dans la compréhension des textes, et notamment le fait effectivement d'isoler des notions de droit pour aller plus loin et pour faciliter l'accès soit à de la vulgarisation de ces sujets-là, soit faciliter l'accès à une recherche plus poussée. Et donc, ça fait partie de nos axes de recherche, c'est comment on comprend mieux les notions de droit, et derrière, ça nous permettra effectivement de faire des liens sur des aspects législatifs ou sur de la jurisprudence spécifique qui fait référence. Donc, c'est un sujet qui est dans l'énorme roadmap Doctrine. Alors, je ne peux pas te dire, en tout cas, tout de suite, quand est-ce que ça va arriver, mais en tout cas, c'est un point très intéressant. Et ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra, oui, bien sûr. C'est un sujet très intéressant. Et après, il faut comprendre qu'en termes de traitement automatisé, en termes de ce qu'on appelle de traitement automatisé du langage, ça demande effectivement un niveau de recherche et de compréhension extrêmement abouti. Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et les Legal Tech, bien évidemment, progressent quotidiennement sur ces sujets-là. Et on a hâte de pouvoir vous aider sur ces sujets également. Comme on a hâte que vous aidiez sur ces sujets. Très bien, écoute, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on avance régulièrement, alors on se rend compte. Ça, c'est pas mal, ouais. Pouvoir avoir très rapidement la vue sur les conclusions. Alors oui, c'est plus encore pour les avocats judiciaires. Oui, c'est désolé Camille. Ouais, c'est sur les avocats judiciaires, mais alors après, ça peut être sur des notes qui sont rédigées, ça peut être sur l'analyse de tout document législatif. Le cas d'usage, effectivement, le plus foudroyant en termes de retour sur investissement, c'est celui des conclusions. Donc c'est celui-ci qu'on met le plus en avant. Mais on a énormément, effectivement, de cas d'usage différents. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que, en fait, vos clients, les directions juridiques, au début, on s'était dit, bon, le Document Analyzer va être très bien adopté par la profession des avocats qui font du judiciaire, bien évidemment. Et en fait, on se rend compte que les directions juridiques deviennent de plus en plus friands de ce type d'outils, parce que ça leur permet également, eux, de challenger aussi leurs conseils, et c'est un sujet qui est intéressant aussi. Voilà. Et donc, on a plusieurs centaines d'utilisateurs déjà
effectivement, au sein des directions juridiques, qui regardent également leurs propres contentieux, qui regardent les conclusions de leurs avocats pour mieux les comprendre aussi et les mettre en perspective, etc., etc. Écoute, tu as bien fait de le préciser et on te remercie beaucoup pour cette présentation qui j'espère sera utile. C'est vrai qu'on n'a pas trop de retours, alors on ne se rend pas compte si c'est parce que vous êtes totalement satisfait de ce qu'on est en train de dire et que tout vous convient. Sinon, n'hésitez pas à participer. Je suis contente d'avoir un peu chamboulé parce que je préfère juste, en tant que qui tire le temps, vous indiquer qu'on approche quand même de 18h30 et qu'on a un timing qu'on devra laisser la fin pour Séverine. Donc voilà, en ayant ça en tête, Alexandra et Vianney, je vais vous rendre la parole. Mais tant mieux, c'est parce que nous, on a eu des questions, on a un peu pu mettre le point sur certaines choses, on a un peu pris du temps sur la première partie. On est très bavard. Oui. Alors, comme disait Fidel Castro, je vais être bref. Son discours a duré 5 heures. De quoi souhaites-tu qu'on parle, Sandy? Parce qu'on peut avoir la dématérialisation, donc moi je trouve que tous les sujets sont intéressants. On va peut-être juste. On était sur la digitalisation. Ah oui, équipe. Donc reprenez dans l'ordre des slides. Ouais, c'est la visibilité en ligne. Il faut que Guillaume relâche le partage un peu de la visibilité. C'était une technique pour laisser le lien d'inscription encore bien visible pour tous ceux qui allez essayer. On l'a vu un certain temps. Non, en tout cas, c'était très intéressant, Guillaume, et c'est vrai que nous aussi, on a quelques sujets d'intelligence artificielle dans notre roadmap suite à un partenariat qu'on a signé avec Dela AI qui augure aussi de belles promesses. Et c'est vrai que dans toute cette phase d'analyse de la documentation pour les avocats et les directions juridiques, on a matière à vous faire gagner énormément de temps, Doctrine et Wolters Kluwer, pour que vous vous concentriez davantage sur la stratégie et moins sur la partie documentaire, je dirais. Donc Sandrine, de nouveau, je te laisse. Sandy, pardon. D'ailleurs, nous ne voyons pas ta caméra depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est volontaire. Mais c'est-à-dire, ma caméra, c'est moi quand tu dis ma caméra? Moi. Oui, on ne te voit pas en fait depuis tout à l'heure. Si Alexandra voyait que je bougeais les lèvres tout à l'heure. Non, ça doit venir de toi. Vianney, ça doit venir de toi. Très bien. Alors c'est étrange. Je crois que j'ai vraiment eu un souci tout à l'heure. Je me suis posé la question, donc vous savez pas quelle démarche faire. Écoute, je suis désolée que tu ne vois pas. Effectivement, tu loupes quelque chose. Et maintenant, c'est pas grave. Oui. Un peu plus bref que qu'on puisse un peu tout traiter, mais peut-être plus rapidement pour justement qu'on puisse. D'accord. Dans ce cas-là, je te laisse le choix dans le thème. En fait, c'est comme tu veux. On a soit. Non, on les reprend. Mais ou alors je vais faire. Ok, rapide alors. D'accord. Donc on est vraiment l'essentiel de. Parce que la visibilité en ligne, Vianney, il n'y en a pas pour longtemps. On peut faire une petite parenthèse là-dessus. C'est juste suivi par qu'on en finisse. C'est pas ça qu'on va non, je. Alors c'est bon, la visibilité en ligne, c'est. Oui, alors je vais être. Oui, alors je vais être très rapide. Je pense qu'on l'a tous expérimenté avec le confinement. C'est les outils de collaboration en ligne et nous en utilisons un aujourd'hui comme Teams, Skype, Zoom et d'autres. Donc rapidement, on pourra vous fournir les slides. J'ai fait une petite étude parce que j'ai dû intervenir sur le sujet. Et moi, si j'avais eu un conseil à vous donner, c'est vraiment d'aller sur Teams. Si vous avez un petit budget à consacrer, donc c'est dans le cadre du forfait Office 365. Il me semble d'ailleurs que ça doit être toujours gratuit pour le moment. Et nous, c'est un outil qu'on utilise quotidiennement chez Wolters Kluwer et tout le monde en est ravi. C'est vraiment très très pratique. Après, si vous avez envie de consacrer 0 budget, vous pouvez bien sûr utiliser Skype, mais l'usage est un petit peu moins intuitif. C'est juste une plateforme de visio et vous pouvez, il me semble que vous ne pouvez pas partager l'écran, mais ça a l'avantage d'être gratuit. Après Zoom, je vous déconseille parce que dans un cadre privé personnel, bon, c'est peut-être moins problématique
de partager ces éléments, mais dans un cadre professionnel et d'autant plus pour votre profession, Zoom a été pas mal décrié sur de nombreux aspects. Il y a eu un sujet sur le chiffrement des données, etc., qu'ils ont rétabli, mais ça reste quand même une plateforme qu'on vous déconseille à l'usage. Et moi, pour préciser, on a aussi d'autres outils. Alors, notamment, on a un confrère, c'est Visio Avocat, hein, il me semble de mémoire le nom, mais qui s'est lancé aussi dans cette question et qui nous fait aussi un outil sécurisé. Donc là, vous avez un peu tous les champs possibles, effectivement, du totalement gratuit, un peu plus cher, mais bien plus sécurisé. Voilà, comme ça, vous avez un panel un peu plus important en rajoutant cette précision. Et donc concernant pourquoi digitaliser votre cabinet, donc clairement le bouche à oreille ça reste le premier vecteur de développement de votre clientèle, mais ce qui est certain c'est que n'importe quel client et prospect googlisera votre nom ou celui de votre cabinet avant de vous rencontrer. On a des études qui sont nombreuses qui le prouvent, notamment une étude d'Harris Interactive qui démontre que 85% des internautes disent avoir un recours à Internet avant d'acheter un service. Cette étude, elle date d'il y a 3-4 ans. Je pense que le niveau est encore plus élevé aujourd'hui. Et on a aussi réalisé, nous, une étude interne sur nos clients Cléos, sur 200 de nos clients Cléos, et on allait regarder leur site web. Et en fait, on s'est aperçu que 50% d'entre eux n'avaient pas de site. Et sur les 50% qui avaient un site web, ils n'avaient pas un site de la hauteur de ce qu'on peut proposer avec Word Digital, donc qui est notre outil de création de site web. C'est en fait un Wix pour les cabinets d'avocats. Et le site web, c'est vraiment le démarrage, je dirais, pour avoir une stratégie de relation client digitalisée à succès. Donc ça va être votre socle, mais après le site web, vous allez pouvoir donc mettre en place un extranet. Donc on a sur Word Digital la possibilité de le coupler avec l'extranet de Cléos. Donc je ne vais pas m'appesantir sur extranet vu qu'on en a largement parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir également mettre en place de la téléconsultation puisqu'il est possible de prendre des rendez-vous en ligne et ensuite même des rendez-vous prépayés, ce qui est très intéressant pour la trésorerie du cabinet puisque vous n'avez plus besoin de récupérer votre créance et c'est d'ailleurs très confortable lors d'une consultation de ne pas évoquer le prix à la fin. Vous allez aussi avoir donc la possibilité de mettre en place du paiement en ligne sur ce type de solution pour réaliser différents types de consultations. On a des clients aussi qui travaillent avec des directions juridiques et qui mettent en place des tarifs préférentiels à la question, c'est-à-dire une question juridique, c'est tel tarif, avec étude de la pièce jointe, c'est tel tarif, etc. Et enfin, en dernier point, c'est aussi la possibilité, alors on ne le fait pas aujourd'hui sur Word Digital, mais on peut le faire avec l'extranet de l'AMI Optimium, la possibilité d'avoir des formulaires qui vont automatiser la création du dossier, qui peuvent aussi être utilisés pour automatiser la création de documents. C'est-à-dire, je prends l'exemple, par exemple, vous êtes en droit social, vous avez une entreprise qui fait appel à vous pour la rédaction de contrat de travail, et bien là, c'est pousser un formulaire avec les éléments essentiels pour la rédaction de ce contrat, ce qui va automatiquement créer le document qui sera soumis après à approbation de l'avocat et de son client. Et tout ça va vous faire gagner du temps. Voilà sur la partie digitalisation de la relation client. Sandy, est-ce qu'on évoque l'enquête 2020 avocat et juriste ou on laisse Alors, rapidement. Oui, enfin, sinon on peut laisser Séverine et Camille évoquer leurs sujets respectifs. Hein. On verra après si on l'aborde. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi le rapport avec les directions juridiques. Alors, si là vous Ah bon, bah alors je l'aborde de suite alors. Parce que là, on avait alors, il se trouve que dernièrement, on a eu des échanges justement avec quelques directeurs juridiques et on a vraiment cette réaction face à des demandes spécifiques qu'on a besoin de plus de fluidité. Ben, on l'a dit effectivement lors de la plénière, pour ceux qui étaient là avec nous, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande de simplification de l'accès au droit. Ça, on a un vrai besoin par rapport à ça.
Donc, quand on dit le numérique, c'est aussi donc l'interactivité et ce qu'il peut y avoir de plus simple. Donc là, on a un peu le réflexe legal design par rapport à ces consultations qu'on pouvait faire avant de manière un peu longue et un peu complète. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant de. Alors, c'est l'enquête ou c'était la partie sur avocats et juristes face au futur? Bah, je te laisse voir, mais c'est vrai que le lien avec les directeurs juridiques, sans qu'on puisse dire qu'il ait changé, Oui. il faut plus en fait, nous expliquer les besoins, et les besoins ont peut-être un peu effectivement évolué. Oui, alors ce lien, il a été abordé lors une enquête qu'on a menée en janvier 2020 sur les directions juridiques auprès de 700 professionnels du droit. Et ce qu'on a observé premièrement, c'est sur cette enquête, en fait, on a 3 catégories de profils au sein des services juridiques. On a les leaders technologiques qui sont donc des entreprises ou des cabinets qui sont à la pointe des technologies, qui sont tout le temps en veille et qu'on peut qualifier de early adopters, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle technologie, ils la testent et s'ils en sont convaincus, ils l'adoptent. On a des cabinets qui sont en transition, qui eux ont une partie des nouvelles technologies, mais pas toutes, et qui ont vocation en fait à devenir leader technologique. Et enfin, on a la troisième catégorie qui sont les suiveurs. Donc eux, c'est plutôt ceux qui vont à marche forcée, ceux qui vont arriver les derniers sur la signature électronique, ceux qui qui sont allés avec réticence sur de la visio pendant le confinement, mais qui finalement ont vu tous les aspects positifs de cette technologie. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on leur demande est-ce que vous avez été plus rentable cette année par rapport à l'année dernière, les leaders technologiques, année après année, parce que là on en est sur la 3e édition de cette étude, déclarent qu'ils sont 62%. Je suis partie du postulat, j'ai repris en tout cas une citation de Jean Monnet qui dit « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Je pense que nous sommes vraiment au moment T et que les outils que vous venez de présenter vont connaître une croissance extraordinaire. Je vous passerai l'état des lieux donc suite au sondage que vous avez fait, mais ce que je retiendrai en substance, et Camille d'ailleurs a insisté là-dessus, c'est que souvent est revenu que par souci de simplicité, de lecture, de rapidité, l'intégration des technologies numériques de nos activités est devenue une priorité. Alors moi je me dis rapidité certes, en quoi cela est un outil de croissance. Camille, je pense que tu as fait le lien avec la trésorerie, c'est vrai. C'est une réponse qu'on peut donner. J'irai un petit peu plus loin dans le sens où je vais adopter aujourd'hui une posture où l'avocat augmenté a besoin du numérique, ça devient une évidence. Voilà, vous l'avez tous montré, il y a des outils, on ne pourra plus s'en passer. Voilà, que ce soit dans la communication, dans le management et des équipes, même si on ne l'a pas forcément trop abordé, ou management de la relation client, dans le marketing, dans la visibilité, dans la production et dans la documentation juridique, vous l'avez tous dit. On a aussi parlé du logiciel de gestion chez Wolters. Je voudrais juste peut-être attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur faites attention à votre spécialité. Et finalement, on s'en est rendu compte, entre ceux qui font du judiciaire, beaucoup, et ceux qui font du conseil, ce ne sont pas les mêmes outils que vous allez utiliser. Donc, faites bien attention au choix de vos outils, au choix de votre prestataire et au choix aussi de ce que vous proposent les acteurs institutionnels. Et énormément de temps, mais je voudrais quand même, parce que je parle de l'avocat d'aujourd'hui, de demain matin et de l'avocat qui est en train de subir cette crise et qui souhaite en sortir de façon successful. Je voudrais aborder la boîte à outils soft skills dont il devra se doter. Alors, elle passe évidemment par le numérique, elle passe bien évidemment par tous les outils dont vous avez parlé. Alors, pas tous, cumulés, vous ferez votre choix, mais je voudrais insister sur le fait que pour comprendre ce dont vous avez parlé, il faut déjà avoir une appétence pour le digital, pour le numérique, pour les techs, et ça, tous les avocats ne l'ont pas. Donc, j'ai envie de dire, ce virage, il est nécessaire. Il est nécessaire pour sortir d'une crise, pour rebondir et pour croître, tout simplement. Donc, on va parler de compétences transversales, c'est-à-dire s'intéresser un petit peu à
au numérique. Enfin, tous les avocats en France, les 70 000 confrères, n'ont pas forcément envie de s'équiper. Donc, il faudra, au fur et à mesure, aller vers ça, avoir une intelligence relationnelle, donc management client, équipe, des capacités de communication. Les outils que vous avez présentés ne remplaceront pas l'humain. Ils vont l'aider, ils vont faire gagner du temps, ils vont l'aider, mais ils sont complémentaires d'une posture que se doit d'avoir l'avocat. Donc, la créativité, la flexibilité, l'adaptation, qui est à mon sens le mot-clé pour le rebond post-crise et la croissance. Le sens du service, on l'a pas forcément. Enfin, il était tout en filigrane dans ce que vous avez abordé dans les outils. Sens du service et la problem-solving attitude, qui est quelque chose qui nous caractérise chez les confrères. Donc, j'ai parlé d'avocat augmenté. Avocat augmenté, c'est donc pour moi augmenté dans le sens où c'est un juriste, un expert du droit, certes, mais il se doit en plus de maîtriser d'autres choses qui sont plutôt des savoir-être, donc qui passent par l'ouverture numérique, mais qui passent aussi par des savoir-être qui sont l'adaptation, l'agilité. Alors, je ne sais pas si, parce que je ne vois pas forcément les slides aussi, l'agilité, qui est le pragmatisme, la réactivité, le mode relationnel simplifié. Tout à l'heure, on a parlé de legal design et je rebondis sur la plénière d'avant et aussi sur ce que disait Sophie Lapisardi. Le raccourcissement des délais, le dynamisme, l'énergie, l'empathie, ce sont des mots-clés en fait qui ressortent des outils que vous créez et que vous proposez. Quelque chose pour solutionner et encore une fois, pour s'adapter. Donc, faculté de modifier son comportement et sa vie de travail pour répondre à de nouvelles situations. Je voudrais revenir sur ce que nous vivons vraiment au moment T, c'est-à-dire la crise. La crise fait que vous nous proposez des outils, certes, mais il faut bien les utiliser, c'est-à-dire avoir une posture, un comportement qui va avec, et c'est pas juste de la technique. Donc là, évidemment, je reprends plus ou moins ce que vous avez abordé. Je voudrais expliquer que pour moi, l'outil numérique peut aider aussi à être un avocat ce que j'appelle multi-casquette, multi-job, multi-cab. Nous avons des possibilités textuelles qui nous sont données aujourd'hui avec le pluri-exercice, également avec les activités accessoires et connexes. Alors là, on sort du cœur de métier typique dont vous parliez, rédaction de conclusion, ce genre de choses, mais ce sont finalement des champs de possibles sur lesquels l'outil numérique peut encore une fois aider, mais c'est une complémentarité. Mais il faut aussi être créatif sur le fond pour se donner les moyens de sortir de cette crise et de croître, tout simplement. Également, en termes de posture, la résilience et la détermination. Alors là, je vous ai mis quelques petites citations que j'aime beaucoup de Steve Jobs. La technologie ne suffit pas, mais finalement, elle est extrêmement nécessaire. L'innovation distingue clairement le leader du suiveur. Vous pourrez vous en inspirer. La conclusion que je tire donc de ce qui a été dit et de mon analyse de la situation en 2020 est que le numérique est un outil de croissance et de rebond, devenu certes indispensable à partir du moment où il est combiné avec les bons réflexes, plutôt version ressources humaines de l'avocat. Voilà, c'était ma conclusion par rapport à cet atelier et je vous remercie. Eh ben, c'est nous qui te remercions, Séverine. Je constate qu'on n'a toujours pas nécessairement de questions sur ce qui vient d'être dit. Par contre, juste avant qu'on en finisse dans pas si longtemps, on va juste faire effectivement d'autres points. Philippe vous propose juste un petit sondage. Il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Ça nous aide à avoir une visibilité sur ce que vous avez pensé du congrès et surtout de cette forme de congrès. Donc, on est tous invités à répondre à ce sondage en vous en remerciant beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres précisions que vous vouliez apporter les uns et les autres? On approche quand même de l'heure réglementaire. Non, s'il y a des questions, il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes pour y répondre. Donc, moi, je vais poser une question à n'hésite pas. Alors, en fait, c'est vrai que Doctrine, c'est beaucoup utilisé pour les avocats judiciaires parce que c'est une analyse de conclusion. C'est plutôt pour l'avocat judiciaire. Et effectivement, comme elle disait tout à l'heure, Sandy, quelque chose qui se focaliserait sur la notion du droit,
dans un contrat que je pourrais mettre dans votre analyseur et qui me sortirait en fait toute la jurisprudence qui serait issue de mon article, de la stipulation contractuelle, bah, c'est vrai que ça me permettrait, moi, de prendre un abonnement chez Doctrine, parce que très honnêtement, moi, j'en ai pas l'utilité. J'ai fait 2-3 recherches pour voir comment ça fonctionne et je trouve que c'est vraiment très bien parce que j'aime bien un moteur de recherche où je tape comme dans Google parce que c'est comme ça que je fonctionne maintenant et je trouve que c'est vraiment bien. Mais par contre, moi, je n'ai pas l'utilité quand je fais du conseil, ou alors c'est très très sporadique. Alors que si vraiment j'avais une solution ben voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi vous ne nous emmenez pas avec vous le conseil parce que finalement, nous aussi on fait du droit et nous aussi on a besoin d'un retour, mais vous avez oublié en fait, non? Non. Vous m'entendez? Oui. Merci Camille pour ces questions. Non, alors comme toute solution et comme toute entreprise, on a trouvé notre premier, on appelle ça product market fit, en s'occupant de problèmes des avocats, effectivement, plus en contentieux. Aujourd'hui, on voit un vrai shift dans cette rencontre avec le marché. Il y a de plus en plus de cabinets qui font du conseil ou de vos confrères et consoeurs qui font du conseil qui nous font confiance. Premièrement, parce que très souvent, effectivement, l'interprétation de la jurisprudence devient de plus en plus importante aussi par rapport aux positions qu'on peut prendre dans ces activités de conseil. Et deuxièmement, puisque au-delà de ce que propose Doctrine sur ce qui est jurisprudence, on est en train d'étoffer notre proposition de valeur sur toutes les autres composantes du droit en réunissant l'ensemble des commentaires disponibles et également en agrégeant l'ensemble des commentaires disponibles et en créant des liens et également sur le travail sur la loi. Et donc, on pense qu'il y a une opportunité très forte également dans l'interprétation de la loi qui va pouvoir vous permettre effectivement de tirer beaucoup plus de valeur à partir d'un outil comme le nôtre. Donc, encore une fois, je ne peux pas me spoiler, mais en tout cas, Camille, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on a bien conscience, on a bien conscience de ce point-là et on travaille très dur avec l'équipe Doctrine pour vous apporter plus de valeur sur de nombreux sujets, notamment celui de l'interprétation de la loi. Surtout qu'en plus, ça répond au point de Séverine parce qu'elle nous explique de bien faire attention aux outils, qu'on soit donc dans le judiciaire ou le conseil. Mais c'est vrai que l'idéal pour nous, finalement, ce serait d'avoir des outils un peu tout terrain et qui permet parfois de permettre en plus à ceux qui sont aussi tout terrain d'avoir ces deux aspects. Donc Camille, je vous invite quand même à retourner sur Doctrine. Vous verrez que vous trouverez toutes les jurisprudences, effectivement. Mais c'est sûr, mais également que vous pouvez effectivement naviguer dans les codes et vous verrez que les liens qui sont créés dans ces codes, la capacité de recherche et justement d'intelligence artificielle pour aller trouver des contenus est pertinent de plus en plus pour vous. On a conscience que c'est pas forcément encore tout à fait game changer aujourd'hui, mais on est sur le coup et en tout cas, on serait ravis d'en discuter avec vous, avec notre équipe produit pour améliorer tout ça. Non, mais parce que vraiment, sur la recherche. Bonsoir Sandrine. C'est vrai qu'il y a rien à dire sur la recherche. J'aime beaucoup la façon dont on navigue dans Doctrine. C'est clair que c'est très agréable. J'ai déjà vu en fait du coup cet outil analyseur. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu jalouse parce que je ne peux pas l'utiliser. Sinon, j'ai une autre idée. Vous pouvez vous mettre au contentieux aussi. Non, ça c'est pas possible. Alors là, c'est trop loin dans le descriptif. Non, parce que franchement, ça donnerait pas quelque chose de bien. La dernière fois encore, non, c'est vraiment pas pour moi. Non, mais. Bon, alors c'est nous qui allons devoir nous adapter et comme je vous disais, on est sur le coup. C'est ça, puisque je suis le product. C'est bien comme ça qu'il fallait conclure. Non, mais je suis le product market, donc c'est pas à moi de m'adapter. Okay. Sandrine qui nous a rejoint, qui est une collaboratrice de Wolters Kluwer. Salut Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout va bien. C'est sympa de vous voir. Ça se passe bien, mais je commence à avoir l'impression qu'on est un peu entre nous, vu quand même les réactions qu'on a. Donc, on a d'autres questions, Camille, Séverine, n'hésitons pas. Sandrine, si tu as des questions. Écoute, je venais voir comment ça se passait, ça a l'air de bien se passer. J'avais juste une remarque aussi par rapport à ce que nous a dit Sandrine. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais pour les logiciels de gestion aussi, nous, à la base, on est plutôt market fit avec le contentieux. Et on évolue vers le conseil. Bien moi, c'est ça.
Ouais, je crois qu'il va falloir que mon nom apparaisse mieux sur l'écran. Moi, c'est Sandy. Et oui, effectivement, c'est aussi une spécialisation, une pratique du droit vers lequel on veut s'orienter sur le conseil et on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour ça, pour pouvoir analyser en fait l'ensemble de contrats que vous avez chez vos clients et pouvoir avoir des modifications sur les contrats apportés. Par exemple, on a eu le RGPD qui est rentré en vigueur il y a de ça maintenant 2 ans et là, on pourrait imaginer que dès qu'il y aura une modification sur ce règlement, vous puissiez analyser tous les contrats qui sont plus en relation, qui ne sont plus conformes au RGPD, et pouvoir proposer des prestations à vos clients de modification de l'ensemble de leurs contrats qui n'ont plus les bonnes clauses. Ou pareil, de l'analyse de contrats qu'ils ont avec des partenaires, des fournisseurs, pour s'assurer que cela respecte les 80% des clauses classiques de ce type de contrat et de pouvoir en fait aller encore plus vite, vous, dans la modification de ces contrats et dans la proposition à vos clients de mettre en place des avenants, des choses comme ça. Voilà. Mais C'est vrai que je vous ai épargné, mais bon, je peux aussi vous dire qu'effectivement, je trouve que les logiciels métiers, hein, j'en ai essayé beaucoup et en fait, c'est pareil. Hein. Oh, parfois, je coche que je fais du conseil et ça me change. Mais en fait, non, en fait, c'est pas vraiment adapté à ce que je fais. Enfin, je trouve que c'est bien dans l'outil de gestion, de facturation, évidemment que c'est essentiel. Mais c'est vrai que c'est tout un pan qui n'est pas assez exploité, je trouve encore, puisque notamment, parce qu'il n'y a pas que la réglementation qui se met à jour, il faut remettre à jour les contrats, etc. Ça, c'est très bien, et je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle doit tendre vers ça. Mais il y a déjà des outils qui existent et qui ne sont pas mis à notre disposition. Par exemple, moi, quelque chose de très simple, j'ai des contrats où j'ai quand même une base de contrats, comme on dit, le copier-coller, ça fait faire des erreurs. Moi, j'ai une base de contrat, j'ai un clausier. Je veux dire, évidemment qu'il y a des clauses spécifiques où je fais un vrai travail intellectuel de recherche et d'écriture. Mais la plupart des clauses, c'est celles que j'ai déjà écrites et que tous les jours, chaque fois que je les mets, je les relis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu les mêmes choses. Et après, j'ai même, dans mon esprit, je sais très bien, j'ai même dans mon esprit et dans un tableau Excel, je sais que si le client il va me dire oui, ça va être cette brique qui va se mettre, sinon ça va être une autre brique qui va se mettre. Et ça, j'ai déjà mon tableau Excel qui pourrait totalement être développé, etc. Il y a déjà des solutions qui existent. D'ailleurs, on remplit des champs et on choisit. Et c'est déjà totalement possible de le faire dans vos modèles. Sauf que vos modèles, bien souvent, c'est assignation machin, truc machin conclusion, requête, voilà. Alors qu'en fait, vous avez les capacités de le faire, mais je trouve que vous ne mettez pas assez en valeur. Je peux me permettre, moi qui travaille plus avec des cabinets de conseil peut-être que d'autres de gens de mon équipe. Moi, je suis au niveau. Tu as bien fait de venir. Oui, j'ai bien fait de venir. Mais mais ce que disent mes équipes sont tout à fait vraies. On est capable d'adapter nos outils. Mais Camille, elle a raison, nos outils ne sont pas vraiment adaptés pour le conseil aujourd'hui. Moi, je milite pour que ce soit le cas. Capacité en plus, hein. Absolument. Moi, je milite pour le cas. Je rêve d'avoir au sein de nos logiciels une solution de rédaction d'actes, même en matière de secrétariat juridique. Ça peut paraître assez basique. Et il y a déjà des choses qui sont en train de se faire, mais c'est pas encore le cas. Donc, première chose que je peux vous dire là-dessus, Wolters Kluwer travaille sur le sujet et de manière très active. C'est vrai que sur les logiciels de direction juridique, c'est plus abouti, puisqu'on a appris Legisway chez nous. Donc, Legisway, c'est vraiment un outil qui est fait pour. Mais même en termes de rédaction d'actes, il n'y a pas encore ce qu'il faut. Donc, soyez un petit peu patient, on va y aller. Ce que je peux vous dire, si vous faites du conseil, c'est que moi, je travaille donc avec des directions juridiques et je les accompagne. Donc, j'accompagne beaucoup de directeurs juridiques, mais vous, les avocats, vous avez une carte à jouer aussi là-dessus. Sur tout ce qui est registre en ligne. Camille, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Désormais, les entreprises… C'est clair, hein, voilà. Je n'ai pas encore choisi de solution à ce sujet. Alors, pour peut-être ceux qui n'ont pas vu passer, Camille. Comment ? Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu passer, on te laisse finir sur les registres, parce qu'après tout, ce sera… Aujourd'hui, on peut avoir tout ce qui est registre de société en ligne. Et donc, c'est très, très pratique parce que les registres de société, c'est un peu les vieux grimoires là, qui sont là-bas, rangés là-bas, je sais pas où.
où il faut Je peux vous en dire 2 mots si vous le souhaitez, juste 2 mots pour ne pas dépasser sur le temps qui nous a imparti. Les registres en ligne. Ah non, le temps, on déborde. Mais vas-y, on t'écoute, c'est Ça intéressant. intéresse beaucoup les directions juridiques. Moi, j'en ai accompagné beaucoup et des grands groupes, vous imaginez pas. Alors que moi, j'ai rien à vendre là-dessus. Je les accompagne juste parce que c'est mes clients et qu'ils recherchent des solutions. Et pendant cette crise sanitaire, on peut vraiment dire que on peut cocher la case la Covid-19 pour dire que les directions juridiques et même beaucoup de cabinets d'avocats, mais beaucoup les directeurs juridiques se sont intéressés à toutes ces histoires toutes ces solutions numériques. Les registres en ligne, pour vous en dire 2 mots, donc c'est reconnu depuis un décret du 31 octobre 2019, je crois, et donc les entreprises peuvent désormais tenir un registre en ligne. Et vous, les avocats, vous avez une carte à jouer parce que si vous vous placez sur le sujet, c'est des solutions que vous allez pouvoir leur proposer et donc leur vendre tout simplement ces solutions. Notre partenaire à nous chez Wolters Kluwer, c'est la papeterie financière. Vous les connaissez certainement, ils vendent des registres papier, ils ont des solutions dématérialisées. C'est très simple d'utilisation, c'est hyper fluide. D'un point de vue économique, c'est hyper intéressant. Donc voilà, vous pouvez les contacter directement et eux peuvent vous montrer leurs solutions et du coup, vous êtes du coup sur le coup et vous pouvez proposer ça à vos clients de direction juridique qui apprécieront parce qu'ils sont pas complètement au taquet là-dessus. Donc si vous souhaitez que je vous donne un contact à la papeterie financière, n'hésitez pas, je vous le donnerai. Oui, merci. Non. Eh ben, merci pour cette précision. Donc, on pourra faire les liens s'il y a des demandes. Oui, vous avez aussi les coordonnées donc de Sandrine de chez Wolters. Ça nous permet effectivement une dernière conclusion sur ça, c'est que le numérique, oui, on l'a vu en quoi les outils nous aident et en quoi en plus ça nous crée de nouveaux marchés, puisque là on vient de voir avec cette décision récente qui nous apporte ça. On est très content d'avoir pu dispenser cet atelier avec vous, enfin je voulais dire dispenser cette formation. Merci à tous ceux qui l'ont suivi et tous ceux qui sont encore là. Donc voilà, Sandrine a mis ses coordonnées pour ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas. On a aussi d'ailleurs Jean-Pascal. C'est bien, on voit qu'il y a de l'interaction. Je connais plus que toi, Jean-Pascal. Et donc le sondage, vous aurez la gentillesse d'y répondre. Et puis donc on va tous vous saluer. Merci, on a été ravis, Alexandra, Vianney, Guillaume, de travailler sur cet atelier avec vous. Merci à la CE pour son accueil. Merci Sandrine. C'est un réel plaisir. Et Camille, on ne vous oublie pas, on va vous proposer des solutions. On n'oublie pas les cabinets qui font du conseil, c'est très important pour nous. Après, c'est juste travailler sur des... il y a des petits ajustements en fait, ça existe déjà. Donc, oui, complètement. L'année prochaine, oui. Et surtout, donc, on a noté qu'il nous fallait un peu de patience parce que donc de nouveaux éléments arrivent bientôt pour le conseil pour Camille, mais aussi donc chez Doctrine, mais encore pour le judiciaire avec l'amélioration des conclusions. On a hâte de voir tout ça. Absolument. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous à la prochaine ACE. À l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir à tous.